Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette représentation des Grandes Gueules. L'équipe se mobilise avec beaucoup de bonheur ce matin pour vous aider à mieux comprendre l'actualité, à mieux la cerner, ces éléments les plus complexes en vertu justement des informations que nous glanons. Nous sommes heureux de pouvoir vous servir encore ce matin de 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. On y revient encore ce matin, l'avis des chroniqueurs, le bilan de l'année écoulée, on y revient. Des célébrations plutôt molles cette année du côté de la Guinée. Les chroniqueurs reviennent sur ce sujet-là. Et puis cette crise d'électricité à Kissidougou, que s'est-il passé? Nous nous sommes intéressés au sujet. MTN, EDG, on a presque frôlé un affrontement judiciaire. On y revient justement ce matin avec Mohamed Mara, Jacques Léo-Aleno, pourquoi pas tous les autres chroniqueurs. Et puis cette épineuse question de la construction de la cité ministérielle. Le bruit court, la rumeur, l'information traîne à l'intérieur de la cité. Ce que l'on entend justement, c'est qu'il n'y a pas de bureau de contrôle autour de cet ouvrage d'ampleur. Mais quelle est la vérité à ce sujet? Jacques Léo-Aleno est allé creuser justement. Il revient avec sa trouvaille ici, ce matin même, dans les Grandes Gueules. Et puis, les étudiants guinéens du monde entier souffrent. En tout cas, ceux que l'État a envoyés étudier. Cette fois encore, nous aurons un étudiant intervenant du côté de la Russie. Là-bas, un paiement sélectif des bourses est en train d'intervenir depuis début janvier. Que s'est-il passé justement? Alphonse Teliano, il est doctorant du côté de la Fédération de Russie. Nous l'aurons au bout du fil ce matin. Voici en quelque sorte le menu informationnel de ce matin. Merci à vous toutes, merci à vous tous d'avoir préféré les Grandes Gueules encore ce matin. Jacques Léo-Aleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Zach, bonjour à tous. Très bien, il faut bien qu'on y revienne. Le 3 mai, tout le monde s'y met, c'est la journée internationale pour la liberté de la presse. On le célèbre avec une certaine mollesse. En Guinée, on l'a dit, mais un tableau pas du tout reluisant se pose justement à la faveur de cette célébration. Oui, le tableau, le voici. Nous sommes, si on s'en tient bien entendu, au dernier classement dont les résultats sont sortis ou sont disponibles. C'est bien sûr le classement de 2022 qui nous plaçait donc à la 84e place. On avait gagné des points, puisqu'on était passé de la 109e place à la 84e place. Ce qu'il faut déjà rappeler, c'est que de 2013 à 2021, nous avions perdu 23 places. Il faut juste trouver des explications dans ce qui s'est passé de 2010 à 2013 et puis de 2021, fin 2021 à début 2022. De 2010 à 2013, nous sommes nouvellement avec cette loi sur la liberté de la presse adoptée en 2010, donc pendant la transition conduite finalement par le colonel, le général Sekouba Konaté. On va avoir cette loi qui dépénalise les délits de presse. Nous étions donc en train, il faut le dire comme ça, de savourer ce progrès que nous venions de réaliser. Une belle avancée. Une belle avancée. Il y a beaucoup de pays qui nous entourent qui n'ont même pas ça encore dans le débat, aller vers la dépénalisation des délits de presse. Alors la Guinée était allée très vite vers cette dépénalisation. Ça fait que de 2010 jusqu'en 2013, nous étions bien notés par Reporters sans frontières. Et d'ailleurs, cela se matérialisait aussi par l'existence, la floraison, j'allais dire, des radios et des télévisions qui ont été facilitées, donc l'existence facilitée par la libéralisation un peu plus tôt, c'est-à-dire en 2005, des ondes audiovisuelles dans notre pays. Il faut donc dire qu'il y avait du progrès. Donc de 2013 maintenant jusqu'en 2021, nous sommes dans la vraie gestion du régime d'Alpha Condé et puis on a commencé à perdre des points parce qu'il y a certaines attitudes qui vont être observées et qui ne vont pas plaire aussi bien
aux journalistes que nous sommes, qu'à ceux qui observent la démocratie dans les pays et donc l'exercice des libertés publiques. 2021, Alpha Condé part. 2022, c'est à cause d'un discours, il faut bien le dire, c'est à cause d'un discours, le discours du colonel Doumbouya, qui va permettre à ce qu'on gagne encore des points, on quitte la 9e place et pour aussi, revenir à la rencontre. Et aussi la rencontre entre le PM Béavoudi à l'époque et une délégation de RSF rencontre au cours de laquelle il avait appuyé aussi le discours justement de Mamadi Doumbouya. Voilà, ce sont des engagements. Ce sont vraiment ces engagements-là. Donc moi, je me dis que finalement, on peut bien comprendre que lorsque nous adoptons les textes, ça plaît aux gens. Maintenant, la mise en œuvre, le respect de ces textes-là, ça peut poser un peu de problème. Je voudrais m'appuyer sur deux aspects. D'abord sur la loi, la L002. Il ne faut pas l'occulter. Aujourd'hui, dans le milieu politique, les gens sont en train de tenir un débat. Peut-être que nous ne leur donnons pas encore l'occasion, mais il y a beaucoup qui plaident pour relire, n'est-ce pas, cette loi. Parce qu'ils ne sont pas encore assez convaincus qu'aussi bien cette loi protège les journalistes, elle protège tous ceux qui s'expriment à travers les médias. Parce qu'en réalité, ce sont les délits commis par voie de presse qui échappent, n'est-ce pas? Je l'ai dit, pour moi, ce n'est pas la loi relative à la liberté de la presse, c'est la loi relative à la liberté d'expression. D'expression, tout simplement. C'est ça la réalité. Tous ceux qui commettent des délits de diffamation, d'injures par voie de presse sont protégés par cette loi. Donc je ne comprends pas l'intention de certains politiques d'émettre même le souhait de revenir, n'est-ce pas, sur cette loi. Mais je pense que ça ne prendra pas d'ampleur et nous serons là pour continuer à la défendre parce que c'est un progrès de réaliser. Il ne faut pas... De ce côté, la formule que l'on entend, c'est les journalistes ne sont pas des surhommes. Et donc... mais il faut qu'ils comprennent qu'eux aussi, ils sont protégés par cette loi. La loi n'est pas faite, ce n'est pas dit, c'est pour les journalistes. Pour te dire la vérité, ils sont plus exposés que nous. Évidemment. Nous avons appris, c'est notre profession. Oui. Nous cherchons, nous recoupons et tout le reste. Oui. Mais lorsqu'ils vont supprimer... Et même dans le rendu, nous rendons les choses différemment. Absolument. Oui. Mais lorsque cette dépénalisation partielle, parce qu'en réalité, elle est partielle. Lorsque cette dépénalisation partielle va sauter. Si elle sautait, je préfère d'ailleurs le mettre au connaissance, si elle sautait, crois-moi... En ce moment, j'ai une dizaine d'acteurs politiques à l'esprit. Croyez-moi, ils vont terminer à la réunion centrale. Je vous l'assure. Moi, j'ai un, je sais que ce sera le lendemain. Je vous dis que moi, j'en ai une bonne dizaine comme ça à l'esprit. Je voudrais les Tamba. Ceux qui sont donc faut qu'on en dise, ceux qui sont appelés à observer le respect de cette loi, je vais dire les magistrats, mais également les commissaires de la HAC. Les commissaires de la HAC sont des confrères qui observent le respect des principes d'éthique de la déontologie et sur cette base qu'on puisse en juger. Je voudrais que à ce niveau-là, qu'on puisse aussi se mettre au diapason de l'évolution des choses. On ne doit pas continuer à considérer le journalisme comme il a existé sous la Première République. Lorsqu'on a dépénalisé les délits de presse, lorsqu'on a libéralisé les ondes, d'abord la libéralisation des ondes, ça fait quoi? Ça a cassé le monopole de l'État sur l'information. Désormais, ce n'est plus la pensée unique. Et aujourd'hui, les journalistes ont un ton beaucoup plus osé. Si on n'accepte pas ce ton-là et qu'on dise, parce qu'un journaliste a dit ça, on considère que c'est la diffamation, et parfois on va se cacher derrière, je ne sais pas moi, des excuses fallacieuses de non-recoupement d'informations, parce que tout simplement, on est allé vers quelqu'un qui a refusé de parler. Le terme, il est très bien choisi. Et je pense que... Excuses fallacieuses. Jacques, ce que l'on va faire, on va marquer cette petite transition. Et on revient derrière avec d'autres aspects justement, notamment juridiques, des aspects politiques, mais aussi des aspects philosophiques derrière la question de la liberté du journaliste dans l'exercice quotidien de son métier. Restez avec nous, la machine, elle est allumée et ça promet. Radio Espace Guinée. Très bien, nous revenons donc en studio. Jacques, vous abordiez justement la question du traitement de l'appréciation de notre quotidien de professionnels. On se souvient encore, vous parliez de je sais pas, excuses, d'arguments fallacieux. J'avais dit que lorsqu'on a décidé en 2005
de libéraliser les ondes, c'était pour casser le monopole de l'État sur l'information. Et donc, désormais, l'État n'est pas celui qui donne l'orientation. Ce n'est pas celui qui dit voici ce que vous devez dire, voici ce que vous ne devez pas dire. S'il y a la loi qui réglemente tout ça et qui dit aux journalistes voici ce qui est permis, voici ce qui n'est pas permis. Et la libéralisation des ondes a permis qu'il y ait plusieurs opinions. Et cette possibilité-là, elle doit être comprise par tout le monde. Cette possibilité qui est offerte aux journalistes. Je disais donc qu'on ne peut pas avoir fait ce progrès en 2005 et espérer continuer toujours à rêver que le journalisme va continuer à être exercé comme sous la Première République. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, le journalisme, ce n'est plus, comment on dit, la voix de son maître. Ce n'est plus ça. Chacun observe les choses, il sait comment les apprécier et il sait comment les rendre. Et donc, la haute autorité de la communication qui arrive après donc le CNC qui était déjà une expérimentation, si vous voulez, de la gestion de ces problèmes qui sont constatés au sein de la presse, doit pouvoir régler ces problèmes de manière professionnelle en prenant en compte, si vous voulez, le progrès qui est réalisé dans ce domaine-là. On ne peut pas regarder toujours en arrière, mais il faut voir où nous sommes aujourd'hui et comment le journalisme est en train de s'exercer. Il y a souvent souvent quand les journalistes sont en conflit avec les hommes du pouvoir, on a tendance à aller dans la direction des hommes du pouvoir. Et aujourd'hui, la difficulté que nous avons comme journalistes, lorsque vous êtes sur un sujet d'enquête, vous vous butez souvent au refus de ceux qui sont directement concernés de prendre la parole et de vous répondre. Et lorsque vous êtes devant la haute autorité de la communication, on peut vous présenter un argument comme quoi vous n'avez pas recoupé l'information. Je veux bien qu'il y ait un débat sérieux sur le principe du recoupement d'informations. Parce que le recoupement d'informations, tu n'en as pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est les sciences de l'information nous ont suffisamment enseigné. C'est quoi le recoupement de l'information? Maintenant, si les gens veulent l'interpréter à leur manière, ça on n'entre pas dans ce débat. C'est assez compliqué parce que les gens peuvent vous donner la parole pour que vous puissiez vous exprimer. Mais lorsque le journaliste est convaincu des éléments qu'il a en sa possession, c'est-à-dire qu'il ne parle pas seulement pour parler, qu'il a des éléments de preuve, vous ne pouvez pas dire, bon, même si ce que vous dites est vrai, mais il fallait quand même lui donner la parole. Ça, ce n'est pas censé. Surtout, dans notre cas récent. Dans notre cas, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai entendu la plus belle, ça va certainement être la plus belle de toute ma carrière de journaliste. On nous a dit, mais vous allez trop en profondeur, vous fouillez trop. Ça, on nous a dit ça. Mais après, on m'a demandé, mais pourquoi vous cherchez trop? Pourquoi les détails? Vous êtes trop méticuleux. Quelqu'un m'a demandé, quand on était à la HAC, il dit, mais c'est le mot que j'allais lâcher. Oui. Et une dame me dit, mais pourquoi tu es méticuleux comme ça dans les informations que tu donnes? Je dis, ah ouais? Pourquoi vous êtes dans les détails? Pourquoi vous recherchez? Pourquoi vous recherchez autant les détails? Les journalistes ne cherchent pas les détails. Dans votre enquête. Il faut tout simplement fermer les radios et comme ça on laisse les gouvernants faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est notre rôle. Nous devons chercher, nous devons parfois mettre de la pression, harceler même les gens pour avoir l'information et puis la rendre de manière publique. Donc j'ai dit que de ce côté, il va falloir, puisque nous sommes dans la période transitoire, on parle de refondation, il faudrait que la prochaine fois qu'on réfléchisse très bien et qu'on travaille sur la composition de la haute autorité de la communication. C'est important, ce sont nos pairs. Ils doivent pouvoir nous juger en tenant compte, si vous voulez, des règles de notre métier et de l'évolution que notre métier est en train de connaître. On ne peut pas se cramponner au même niveau. Et l'autre chose par rapport finalement au jugement que RSF fait, au classement que RSF fait, c'est vrai que c'est nous Guinéens qui exprimons cela. C'est nous qui donnons les réalités de notre pays et c'est en fonction de ça qu'on nous classe. Il faut reconnaître que, moi j'aime dire ça, le ton que nous avons aujourd'hui en Guinée, il n'est pas encore dans beaucoup de pays de la sous-région. Il faut le reconnaître à l'exécutif. Il faut le reconnaître à l'exécutif. Du journaliste guinéen, il est assez libre. Ce n'est pas le cas au Sénégal.
la Côte d'Ivoire, sur le plan culturel, ils sont très bien, d'accord, mais sur le plan politique ils ne peuvent pas oser comme nous osons. Ça, c'est une vérité et il faut le mettre à l'actif vraiment du régime de Lansana Conté et puis même les militaires de Alpha Condé 2010. Aussi. Alpha aussi a été tolérant, il faut le reconnaître. Il préférait nous invectiver, nous insulter que lui-même. Je ne me souviens pas que Alpha ait demandé une fois qu'on emprisonne un journaliste. Tout à fait d'accord. En 11 ans, il ne l'a jamais fait. Je suis tout à fait... Et même ses ministres, lorsque ces ministres étaient en conflit, on reviendra. Poussés avec un journaliste et que le journaliste frôlait la prison. Vous vous souvenez du cas du confrère Lansana Camara? C'est lui-même qui monte au créneau, qui dit non, pas ça. Ça, il faut le lui reconnaître. Alors, on va plutôt enchaîner avec vous, Daouda. On en viendra tout à l'heure au Bévu, parce qu'il y a aussi des dérapages réels, parce que la question de la liberté de la presse renvoie aussi à la question d'un cadre d'intervention, donc un cadre professionnel, un cadre d'exercice professionnel pour les journalistes. On va y revenir tout à l'heure, mais on y va à la question politique, à la dimension politique de cette liberté dont on parle. Regardez le thème de cette année, le thème de célébration de cette journée, c'est façonner un avenir de droit, finalement comme des libertés d'expression. Comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Les autres droits de l'homme. Tout commence par là. Bien. Il faut commencer par avoir une pensée très particulière pour notre confrère camerounais Martinez Zogo, qui a été assassiné dans l'exercice dont le corps a été retrouvé en janvier 2023. Il était dans l'exercice de son métier, je crois. Lui, son corps a simplement été profané, quoi. Profané, voilà. Totalement, quoi. Donc, toutes nos pensées à sa mémoire, je vais dire, Martinez Zogo. Vous savez, j'ai bien aimé le thème de cette année. Quand on dit la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. Vous savez, Jacques le disait, ce n'est pas quelque chose qui tire sa source en 2023. La liberté d'expression, c'est depuis 1945, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a vu la pertinence, on a vu venir les menaces qui pouvaient... Bien avant même 45, voilà. 89 avec la déclaration... Non, 1945, je veux dire... Oui, ça c'était beaucoup plus ouvert, mais si vous prenez la déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789, voilà. Ça c'était bien avant même la déclaration universelle des droits de l'homme, qui consacrait un peu... Alors, ça n'a été que formalisé en 93 avec l'UNESCO pour que le 3 mai soit consacré journée de liberté de la presse. Vous savez, il y a une confusion qu'on fait. Quand on pense que le vouloir de rechercher, de trouver l'information, on pense que ce n'est qu'au profit du journaliste. Pour le journaliste, c'est un devoir, c'est une obligation de rechercher l'information. C'est aussi de l'autre côté un droit. Un droit citoyen. Un droit citoyen. C'est bien de le dire. C'est un droit citoyen. La bonne info. La bonne information. Ouais. Le citoyen, il est assis. C'est pas l'info web, blogueur. Voilà. Genre. Bien. Alors, le citoyen, il réclame cela du journaliste. Et lorsque le citoyen réclame cela du journaliste, c'est une obligation, c'est-à-dire, il est commis à cela. Il faut qu'il fasse ce travail. Il faut qu'il soit méticuleux. Il faut qu'il fouille. Il faut qu'il fouine. Il faut qu'il rentre dans tous les trous avec tous les risques qu'il peut prendre, parce que quelque part, il y a celui parfois qui pense qu'il fait mal son travail à temps, parce qu'il attend de l'information. Parce que tant que le journaliste ne travaille pas, l'information n'existera pas, n'arrivera pas aux citoyens. Donc, la liberté d'expression, la liberté pour la presse, ce n'est pas quelque chose qui est seulement pour le journaliste, mais c'est aussi, et d'abord, pour le citoyen. Parce que le travail du journaliste est destiné, les résultats sont destinés aux citoyens, à la satisfaction de la curiosité du citoyen. Alors, qu'on vienne à la thématique de cette année, liberté d'expression comme moteur de tous les droits de l'homme. Je crois que c'est un résumé. Tout est dit là. Parce que vous ne pouvez pas penser que vous êtes libre lorsque vous ne savez pas ce que vous êtes, et c'est l'information.
Vous ne savez pas ce qui se passe autour de vous, c'est l'information. Vous ne savez pas ce qui doit arriver, c'est l'information. Et pour l'avoir, il faut fouiller. Et pour l'avoir, il faut parfois faire mal. Parce que celui parfois qui détient l'information n'a aucun intérêt à ce que cette information soit sue. Alors, pour que vous l'ayez, c'est par moment votre vie que vous mettez en danger. Et lorsqu'on pense que aller à la liberté de la presse, qu'on le fait pour les journalistes, je me dis qu'il faut se détromper. On ne le fait pas pour le journaliste. Et là, nous sommes confrontés à un problème aujourd'hui. L'accès à l'information. L'accès à l'information, on peine à formaliser, à avoir la loi réelle qui nous permet aujourd'hui d'avoir cela comme une arme. D'avoir le droit d'accéder à toute information, en tout cas d'intérêt public. Surtout public, voilà, c'est ça. D'intérêt public. Mais aujourd'hui, vous allez, il y a des départements aujourd'hui ministériels, vous appelez un directeur pour une information, il vous dit appelez le ministre. Vous appelez un directeur général, il dit non, le ministre dit qu'on ne parle pas. Sinon, il y a, Daouda, si tu permets, la loi sur le droit d'accès à l'information publique a été adoptée et même promulguée. Mais il restait, parce que j'ai bien lu ce qui est prévu à l'intérieur, le citoyen, même pas le journaliste, même le citoyen de Matoto peut se lever pour aller demander des informations au maire de Matoto. Le maire de Matoto a l'obligation de fournir ces informations. Et s'il refuse, il y avait une possibilité de recours. Il restait à mettre en place cette commission vers laquelle les citoyens peuvent se tourner lorsqu'on leur refuse l'accès à l'information. Ce qui est déjà... Sans oublier que le principe en droit administratif est que lorsque ces recours-là sont épuisés, vous êtes en droit d'ester devant la justice. Parce que c'est un droit fondamental des citoyens. Mais surtout, si tu me permets là-dessus, surtout, ce qui est visé, à la fois, c'est de garantir l'accès à l'information et surtout aux sources d'information par les professionnels et donc les journalistes, les ONG. C'est hyper important, le travail des ONG également, mais aussi par le citoyen lambda au niveau des collectivités. Cette loi, elle est extrêmement importante. Vous savez, il y a eu des échecs quant à sa promulgation sous plusieurs coutures. La raison fondamentale, vous vous rappelez à un moment donné, même nous, on était inquiets parce que c'est des ONG, il y avait des ONG internationales qui appartenaient ou étaient financées par des milliardaires américains qui sont notamment dans le domaine des mines et autres, qui aidait, entre guillemets, la Guinée à écrire cette loi. Donc, il y avait aussi des dangers, justement, que cette loi-là ne soit une sorte de boîte de Pandore pour permettre aussi à n'importe qui ou aux intérêts étrangers aussi d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Mais là-dessus, c'est la dernière chose que je veux préciser. Il faut savoir qu'il y a une loi en Guinée qui porte sur l'archivage qui doit être dépoussiérée. Parce que la clé, justement, ce serait de sécuriser les sources d'informations, mais en les catégorisant. Normalement, vous ne pouvez pas dire ça c'est secret défense lorsque le dossier par exemple n'a pas été classifié comme tel. Vous ne pouvez pas dire ça c'est un document confidentiel lorsque ça n'a pas été classifié comme tel. Malheureusement, ce travail-là, il n'est pas fait. Et donc, par conséquent, chaque fois que vous cherchez une information assez capitale, on vous dira non, c'est secret d'État. Très bien. Ou c'est, alors merci Mara. Sur ce comité dont parlait Jacques, en fait, il existe bel et bien une structure au département, et c'est ça le souci que nous avons. Il ne s'agit pas d'une structure autonome qui ait la capacité, par exemple, d'imposer à un ministre va donner l'information. C'est logé au département et ça s'arrête là, mon cher Daouda, rapidement pour toi. Effectivement, comme pour ajouter que vous n'avez aucun frais à payer, à moins que le document dont vous avez besoin nécessite par exemple une impression ou une photocopie à faire. Mais lorsque vous avez besoin d'une information, c'est une obligation de l'autre côté qu'on mette à votre disposition ces informations. Et ça, ce n'est pas que pour le journaliste, mais tout citoyen guinéen. Et quand je pense aux directeurs généraux, on en a fait quelque chose quoi, dans ce pays. Ils deviennent directeurs généraux, lui qui ce petit vendeur de quoi je ne sais, et peut-être bien moins, qui te dit il est plus puissant de son ministre. Qui te dit moi je ne parle pas à la presse. Il est capable de te dire ça. Moi, je ne parle pas à la presse. Elle peut écrire ce qu'elle veut, ils peuvent bavarder. Ils peuvent bavarder. Comme ils le veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, comme ils l'entendent. Il y a même un qui nous a dit dernièrement, j'ai remarqué que c'est quand je quitte la Guinée
que les gens écrivent et disent des choses sur moi, mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Tant que j'ai la confiance de celui qui m'a nommé, ça va. Voilà, donc la redevabilité change de camp, ce n'est plus au peuple, mais à celui qui l'a nommé. Qui a nommé. Si on écrit ça sur un DG dans un autre pays, il est limogé. Liberté de la presse, un autre aspect sur la matérialisation de cette liberté-là. Je me rappelle encore de cette belle formule de Sékou Touré, liberté, préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. On y arrive comment, Guiba? Comment on y arrive alors que les journalistes ils prennent part aux professions les plus précaires de notre milieu, avec une assiette publicitaire nationale plutôt asséchée avant même qu'elle ait servi à quelque chose, avec l'absence de mécanisme de financement de la presse en Guinée. On arrive comment concrètement à cette liberté de la presse qui va être la base des autres droits? Oui, on dit que la liberté de la presse est l'essence même ou l'oxygène de la démocratie. Donc ça veut tout dire. Avant de répondre à votre question, il faut rappeler que nous avons gagné des points en 2022 comparativement en 2021, puisque la Guinée occupait la 109e place en 2021 sur 180 pays, ce qui n'était pas réalisable. Les grandes gueules. Donc en 2022, on était à la 84e place. Maintenant, pour répondre à votre question... Là, on a reculé d'une place. D'une place, justement. Voilà. On a reculé d'une place cette année. Mais 2023, à mon avis, ça va être salé. Salé, parce que les prévisions ne sont pas quand même bonnes. Maintenant, pour répondre à votre question, dans les écoles de journalisme, souvent on disait que le journalisme alimentaire est lié à la condition de vie et de travail du journaliste lui-même. L'éthique, en fait, c'est ce comportement professionnel que vous devez avoir. C'est comme la police routière. La police routière. Ils sont obligés de tendre la main. Justement. Donc, c'est lié un peu à la condition de vie et de travail du journaliste. Lorsque vous rentrez dans certaines rédactions à l'étranger, il y a une liste de cadeaux qu'ils énumèrent pour dire aux journalistes, voici les cadeaux que vous devez prendre. Vous pouvez prendre. Et dans quelles conditions. Donc, il y a une liste de cadeaux qui est énumérée, sauf que nous, ici, au sein des rédactions, ça n'existe pas, parce que systématiquement, on nous a appris quelque chose. Quels que soient les cadeaux, il ne faut pas les prendre. Si ce cadeau-là vous amène peut-être à édulcorer un article, ou en tout cas à faire un article pompeux, ou à taire une vérité ou un problème qui risque d'avoir un impact sur le public. Donc votre responsabilité du point de vue éthique là est engagée. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut poser le débat. Aujourd'hui, on peut parler de liberté de la presse, mais je crois en Guinée aujourd'hui, le véritable débat devrait être porté sur la condition de vie des journalistes guinéens. Ça, c'est dans toutes les stations. De vie et de travail. C'est le pendant matériel. C'est le pendant matériel. Parce que je suis d'accord qu'il faut dire, il faut que les journalistes soient respectés, il faut que la loi sur la liberté d'expression soit une réalité. Tu as vu les chaussures des reporters? J'en viens. Moi, j'ai été reporter. Excuse-moi. Allez-y à la maison de la presse. Des chaussures spécifiques pour aller sur le terrain. Hier, on m'a envoyé une photo il y a quelques jours, tu te souviens? Elle m'a renvoyé une photo il y a quelques jours. Elle et moi dans le feu de Amdallah et en pleine journée de manif. Oui. Mais il faut voir les cheveux de Yero. Et aujourd'hui, les cheveux de Gaga. Hey, on était sur le terrain. Elle sait. Vous savez. J'étais comment au passage? On dit souvent, avant de parler des autres, il faut commencer à balayer devant sa porte. Il faut que, en tant que journaliste, en tant qu'organe de presse, entité, qu'on commence à balayer devant nos portes. Parce que les journalistes guinéens travaillent dans des conditions difficiles et sont très mal rémunérés. Pourquoi? Parce que ils font partie de ces couches qui travaillent dur dans la société. Même les jours fériés, nous avons les émissions à tenir, nous avons les événements à couvrir parce que l'information n'attend pas. L'information aujourd'hui, ça permet au public de s'orienter. C'est comme une marchandise qu'il faut renouveler chaque jour. Et ça, le journaliste n'a pas de vie de famille. Vous avez des journalistes qui sortent à 6h du matin, qui rentrent tardivement. Et parfois, on vous appelle tard la nuit pour vous dire qu'il y a une information, il y a des enquêtes à faire. Même hier. Je pense que pour des couches comme ça... Hier, ça a minuit. Hier, avant-hier, c'était la même chose pour nous. Hein. Pour nous. Oui, minuit. Nous-mêmes, on a dormi dans des stations. Voilà, on a passé la nuit ici. Donc, c'est pour vous dire combien de fois nous travaillons dans des conditions difficiles. Il faudrait que cette couche-là, qu'on soit regardant. Et ce qui m'étonne, beaucoup doit couler sous le pont. Depuis combien d'années on parle de la convention collective? Jusque-là, cette convention n'est pas adoptée. C'est parce que tout simplement, il y a des gens quelque part qui mettent le pied, qui n'ont pas intérêt à ce que cette convention la passe. Les patrons n'en veulent pas. Et l'État ne fait rien pour exercer ses prérogatives régaliennes de ces patrons-là. Pour qu'on aille à ça. Parce que sans cette convention collective, il n'y a pas de visibilité. C'est comme une entreprise qui n'a pas de manière de procédure interne. C'est-à-dire, vous partez droit dans le mur, vous ne savez pas comment vous devez recruter,
quelles sont les conditions salariales, comment faire l'interview, les décaissements, comment faire les décaissements des achats et tout. Et ça nous permet, avec cette convention collective, de baliser la voie, d'être bien fondé et de savoir un peu le journaliste, voilà le salaire qu'il doit avoir, voilà un peu ce qu'il doit faire. Maintenant, moi, j'ai bien... Diba, c'est un tableau. C'est vraiment notre journée. Oui. On la prend pour ça. On prend du temps pour ça. Oui. Certainement même en début de deuxième partie de cette émission. Oui. En écoutant tout ça, ça pose une question philosophique simple. Oui. Le journaliste guinéen peut-il être libre? C'est la question que ça m'inspire ce matin. Je pense à des gens qui ont 300 000 de salaire par mois. Oui. À Conakry, justement. Des journalistes, ils sont nombreux. Oui. Je ne parle pas d'une exception. Oui. Donc, 300 000 de salaire par mois, oui. Sans situation sociale, rien. Oui. Et imaginez, vous êtes marié, vous avez un logement. Ils ont eu le malheur de se marier. Justement, et il y en a qui ne respectent même pas le SMIC, les 550 000 francs guinéens. Et les salaires parfois retardent. Il y a des stations aujourd'hui qui ont fait 6 mois qui ne sont pas payées. Donc, je pense que le marché économique, je suis d'accord, il est restreint, mais ça doit amener à ceux aujourd'hui qui se lancent dans ces entreprises à se dire, est-ce que j'ai la capacité financière de créer une station de radio ou d'ouvrir un site internet si je n'ai pas cette capacité de traiter les travailleurs. Donc ça, je pense que le ministère, là, je ne dis pas qu'il faut en tout cas tomber dans une mesure liberticide, empêcher les gens de créer des organes. Tu en parles. D'ailleurs, est-ce qu'un média le peut? Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. Il n'y a pas de télévision qui se tienne justement véritablement aujourd'hui. L'assiette publicitaire de la Guinée est maigre. Aujourd'hui, qu'est-ce que la culture même de l'annonce, n'est pas bien. Justement, il y a ce qu'on appelle la pluralité des titres et le pluralisme d'opinion. La pluralité des titres, c'est le fait d'avoir plusieurs médias dans un pays. C'est un droit, il faut respecter. Je suis d'accord, mais il faut conditionner cela à beaucoup de choses. Je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir sur ceux qui doivent créer des médias. Pas de leur statut, mais leur capacité financière. Est-ce que vous avez la capacité, par exemple, de tenir sur 2 ans ou 1 année les salaires, la masse salariale? Est-ce que vous en disposez avant de recruter? Ça permet un peu aux journalistes qui sont recrutés de ne pas se retrouver dans un projet mort-né et 6 mois après, qui vont revenir un peu à la case de départ. Ça permet de les protéger. Maintenant, pour finir, puisque vous parlez des droits des journalistes, c'est vrai qu'on est journaliste, il y a l'autocensure qui est là. On viendra à la question éthique tout à l'heure. Justement. Tout à l'heure, on reviendra. Ce que je veux tout simplement dire, cette disposition-là, je l'ai toujours aimée quand j'étais à l'école de journalisme, c'est que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789 qui disait que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Voilà. En tant que journaliste, on est libre, mais cette liberté, c'est le fruit de la réglementation. Elle a des limites dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire, puisque vous avez une arme, comme on dit, notre mission, c'est de consoler les affligés et d'affliger les nantis, mais on doit aussi garder présent à l'esprit que cette liberté-là a des limites. Il faudrait éviter de tenir des propos qui peuvent provoquer une sédition dans un pays ou aller en tout cas dans une démarche diffamatoire à l'endroit des personnes. Ça, il faut se garder. On y viendra à la question déontologique, à la question éthique aussi, puisque par définition, la liberté, c'est jouir conformément aux lois. C'est par définition la liberté. Mais Diadia, j'aimerais qu'on reste à la... Bonjour, bienvenue dans les grandes gueules. Merci, bonjour à tous. Pluie qui a surpris tout le monde ce matin. Mais j'aimerais qu'on y reste. Pendant qu'on y est, il y a forcément une pensée pour nos confrères qui vivent une commisération indescriptible. Oui. Et il faut les noter, il faut les nommer parce que ça existe déjà dans l'opinion. Nos confrères d'une radio tout près, 5 mois, 6 mois, sans salaire. On vit ça comment? Ils vivent d'espoir. Ils vivent d'espoir. Ils espèrent que... Oui. S'ils sont restés là... C'est la plus méchante des réponses. Non, mais attendez. Oui. S'ils sont restés là pendant 6 mois, c'est qu'ils espèrent qu'au 7e mois, ils seront payés. Et quand cela arrive dans un pays, c'est quelque peu difficile parce que s'ils avaient la possibilité d'aller dans un autre média où ils seraient payés, je pense qu'ils allaient le faire. Les grandes gueules. C'est pour cela que je parle de qualification des journalistes eux-mêmes, de la bonne formation. Parce que si vous êtes compétitif... Une autre dimension. Si vous êtes compétitif, vous ne vous laissez pas marcher dessus. Si ça ne va pas pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois,
vous partez ailleurs. Et si vraiment le niveau est là, généralement on vous prend. En effet. On vous prend. Vous remarquerez que par exemple chez nous, généralement pendant les vacances, nous donnons l'opportunité à des journalistes qui ne sont pas d'ici de faire le stage pendant 2 mois. Et à l'issue des 2 mois, généralement nous retenons les meilleurs. Les meilleurs, ils restent toujours. C'est pour vous dire que la formation, elle est primordiale pour que vous puissiez en tout cas faire le choix. On a toujours le choix dans la vie. Si vous n'avez pas le choix, parfois c'est compliqué. C'est compliqué, moi je dirais aux jeunes de notre corporation d'accepter la formation, d'accepter de lire, d'accepter de fournir beaucoup d'efforts. Moi je prendrai l'exemple sur des jeunes gens qui sont dans notre rédaction ici. Je vous assure, ils ont été chassés ailleurs pour incapacité, parce qu'on a estimé que là-bas, ils n'ont pas le niveau. Ils sont arrivés ici, Zachary, au bout de 2 mois. Il y en a qui ont réussi à se démarquer. Au bout d'1 année, il y a une fille à la rédaction, par exemple. Je ne veux pas dire son nom parce qu'elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui se démarquent aussi. Dis son nom. Mais elle, c'est le cas. Non, attends. Je voudrais te dire. En fait, elle a gravi les échelons de telle sorte que, à la dimension nationale, elle a eu des prix à l'échelle nationale. Et il faut dire son nom parce que l'opinion, c'est important. Il y en a d'autres qui essaient de faire comme elle. Vous avez par exemple, il y en a d'autres qui sont en train de faire comme elle. Je voudrais qu'elle se batte. Elles la reconnaîtront tout de suite à la rédaction. C'est celle dont je suis en train de parler. Et il y en a d'autres qui se démarquent par la voix. À l'échelle, par exemple, il y a eu des compétitions ici. Ici, on a eu combien de fois des prix? Vous avez Giba, par exemple, qui a eu le prix de meilleur présentateur. Et puis, par quel canal il est arrivé ici? C'est par un concours. En effet. Par un concours. Il y avait lui, les 3 premiers, c'était lui, Maf et Arissa Tousso. Ouais. En fait, c'est des gens. C'est une autre fierté. Hein. C'est une autre fierté. Vous avez vu comment elle se démarquait ici, à travers les émissions, à travers tout ce qu'elle fait. Si c'est pas ici, elle se démarque ailleurs. C'est pour cela que la formation est importante. On a vu le cas de Maf. Elle est ici aujourd'hui, mais elle peut travailler un peu partout à travers le monde. Vous êtes là, vous faites des consultations pour des institutions internationales. On a toujours le choix dans la vie, mais tout dépend de la formation. Diaga, je vais te laisser avancer. Je vais te laisser avancer. Vous savez où j'ai commencé? Le média de l'autre côté. On a tous commencé là-bas. Le média de l'autre côté. Non, on me faisait lire les trucs. On dit, va me faire une brève. C'est tout ce qu'on me confiait. Et puis, il y a un de ces jours, le patron qui était là est venu. Il m'a trouvé ici. Il dit, toi, je ne savais pas que tu pouvais faire tout ce que tu fais. Donc, vous voyez un peu, la question, c'est le cadre que l'on offre aux journalistes, la volonté de laisser le talent éclore. Ça fait une grande différence entre Adafo et beaucoup d'autres. Et je vais pas sortir de ce studio. Mara, quand il est arrivé ici, on fait quelquefois on corrigeait ses papiers au téléphone. Un jour, j'ai dit je l'ai côtoyé un peu, j'ai compris certaines choses. Je l'ai invité dans l'émission au fil de la semaine. Tout est parti de là, au fil de la semaine. Ouais. Quand il a fait l'émission, je sais ce qui s'est passé derrière. En fait, il faut mettre les gens à l'épreuve. Si le niveau est là, si le talent est là. On ne connaissait pas mon parcours. Premier jour, on me dit on te confie un reportage, je n'oublierai jamais. C'était sur quel pays africain? On me dit, va sur TV5 Monde, voici l'article. Donc, tu fais un papier blanc, tu ne dépasses pas 1 minute. Après, j'ai dit, OK, pour respecter les principes de la rédac, je dis qui va corriger. Et on me répond, tu m'appelleras au téléphone, tu vas lire comme ça. Je sais qui c'est. Je n'ai rien dit. Le correcteur. Yero était là. Au téléphone. 2 fois, 3 jours, 4 fois. Yero était ordonné. Parce qu'elle savait déjà, j'étais un couteau suisse en fait. Et vous m'avez aidé quand même à garder cette nature. Peu importe le parcours que j'ai fait, on m'utilise partout, j'accepte. Là, au moment, je fais le job. Très bien. Mais après, Yero me dit un jour, viens dans au fil de la semaine. Un seul numéro. Mais je vous dis, un seul numéro. C'est le cas de Maf qui pensait qu'elle ne pouvait pas faire des émissions politiques. Je lui ai dit, viens. Maf aussi. Dans GG au féminin. Le premier jour, on dit non, c'est Roby des grandes. Une de nos plus belles pépites, Maf. Je pense que les gens se sous-estiment le niveau. Aujourd'hui, elle est à GAC. Justement. Et c'est un poste de cadre qu'elle tient. Aujourd'hui, Maf, la formation est importante. Bilingue et qui se démarque partout. Ouais. On va marquer cette pause. On va pour nos obligations commerciales. Au retour, Diaga, vous inquiétez pas, on reprend justement avec ce thème, mais dont on pourrait en faire 3 heures d'émission tout bonnement. Restez avec nous. Réagissez de votre côté. Comment est-ce que vous appréhendez cette célébration? Et même le thème, si vous voulez,
les conditions des journalistes en Guinée. Nous reviendrons justement sur vos réactions et c'est dans seulement 10 minutes maintenant. Restez avec nous. Djadia, on repart avec vous. Avant justement d'aller en région, vous étiez sur un élan. Vous évoquiez la question de la formation. La question de la formation centrale aujourd'hui dans la qualification de la profession de journaliste en Guinée. C'est vraiment un élément central, la formation, je le disais, hein, j'évoquais quelques exemples d'ici et d'ailleurs. Vous avez justement des gens qui viennent, tels que beaucoup d'entre nous dans ce studio, qui partent des médias, qui voient que là, ils ne sont pas dans leur peau, ça ne répond pas à leurs besoins, ils décident d'aller ailleurs où ils peuvent plus s'épanouir. Et je pense que ça, c'est important pour une personne dans la vie, qu'on puisse avoir le choix, parce qu'on doit avoir le choix dans la vie. En effet. On ne soit pas obligé de rester là, parce que nous savons que si nous partons ailleurs, nous ne pourrons pas faire passer notre voix. À part la formation, ce que je voudrais dire, c'est je voudrais surtout rendre hommage à ces reporters qui souffrent réellement le martyre sur le terrain, quelquefois. Et il y a des médias, c'est pour cela que les moyens... vous disiez tantôt que pour être professionnel, pour pouvoir bien travailler en tant que journaliste, il faut surtout des moyens financiers et matériels. Mais vous avez des journalistes sur le terrain. Certainement, nos collègues de l'intérieur vont évoquer ces pans. Vous avez des journalistes qui, même pour aller sur le terrain, quelquefois, difficilement ils ont le transport qu'il faut. Et les moyens de transport sont quelquefois importants pour le reporter. Vous avez des gens qui n'ont pas de véhicule, par exemple, de reportage, ce qui fait qu'ils souffrent le martyre pour atteindre les lieux de reportage pendant la période, surtout pendant la saison des pluies, avec tous les risques qu'il faut. Tous les risques, c'est pour cela que je voudrais rendre hommage à Koula Diallo, qui a perdu la vie sur le champ du reportage. Vous vous rappelez, il était au siège de l'UFDG à l'époque, il a reçu cette balle et il en est mort. Abdoulaye Ba également, qui était aussi sur le terrain, sur le champ du reportage. Notre Daouda qui n'est jamais... Chérif Diallo, pardon. Je n'ai pas fini. La liste, elle n'est pas... Je n'ai pas fini. Vous vous rappelez, Abdoulaye Ba, il partait sur le terrain à l'époque avec le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïté. Il a été... il était sur le terrain. Oui, je veux dire, il était sur le terrain à l'époque. Il était avec notre collègue... Correa qui a eu la jambe fracturée, qui a été traîné sur plusieurs mètres par le chauffard qui est venu les ramasser. À l'époque, Abdoulaye Ba, lui, il était déjà dans le caniveau. Pendant plusieurs minutes, on ne s'est pas rendu compte qu'il était là, malheureusement. Vous vous rappelez, c'était un journaliste de qualité. C'était quelqu'un de professionnel, un journaliste d'investigation. Il nous manque. Qui manque à la corporation aujourd'hui. À l'époque, il était à Guinée News. Vous vous rappelez des articles poignants qu'il publiait. Malheureusement, il est tombé sur le champ de bataille, je veux le dire ainsi, parce qu'il était sur le terrain du reportage. Et la Choula Abdoulaye Ba, Chérif Diallo, vous vous rappelez, ce jour-là, il était venu, il a travaillé. Je me rappelle, il est passé à la rédaction parce que c'était un JRI, journaliste reporter d'image. Il travaillait pour la télé. Il travaillait pour nous. À chaque fois qu'il venait, quand il finissait à la télé, il disait « Ah, Djadia, j'ai quelque chose pour vous. Est-ce que je peux ?» Il nous proposait toujours son reportage qu'il a fait à la télé. Ce jour-là, il est venu à la rédaction. Après, il est reparti. Ce jour-là, il est reparti. Et c'était la fin. Moi, il m'a laissé à la télé en me disant au revoir. Michel Tolno, il partait aussi pour couvrir. C'était un jour de fête. Il avait été désigné pour aller, je crois, couvrir les activités d'un des leaders politiques. De la prière, oui. De la prière. Malheureusement, lui aussi, il est tombé sur le terrain. Vous avez beaucoup de journalistes comme ça qui sont morts, ici et ailleurs, dans l'exercice de leur métier. Vous vous rappelez de cette rencontre à l'époque, en 2018, avec le SLEG au Palais du Peuple, Tamba, quand nous revenions avec Basekou et Amadou Ribari, on a été victime d'attaques à Koza. C'est vrai. On a eu la chance de s'en sortir. On est venu ce jour-là dormir à la radio ici, parce que quand on a quitté Koza, on est tombé en fait dans un guet-apens. Moi, le matin, je passais, pendant qu'il y avait les manifestations, les jeunes m'ont aidé à traverser sans problème. Pour nous, c'était la même chose, la nuit aussi. On revenait, c'est vers 22h, 23h. Les jeunes nous ont dit, on a fait de la voix, on a dit c'est des journalistes d'espace. Nous revenons de reportage et nous voulons passer parce qu'ils avaient complètement barricadé la route. Alors, ils disent, non, venez, vous allez passer. C'était une façon de nous attirer dans leur piège. Et il y a quelqu'un qui est venu en cabinet, il a fait le tour de la voiture, il sort un gros couteau, il veut
pointer sur Amadouri et puis il le rejette avec son sac. C'est quoi? Il le flaire de faire rapidement une marche arrière catastrophique. On est parti sur des chapeaux de roue. On a eu la vie sauve ainsi. Quand il y a un autre véhicule qu'on a laissé là, on ne sait pas quel sort on lui a réservé. Mais nous, on est parti, en tout cas, on est parti vers l'aéroport. C'était carrément sombre. Il y a quelqu'un qui nous a dit, ne partez pas dans ce sens, c'est dangereux. Vous allez être pris au piège devant si vous avancez. Ce jour-là, on a dormi à la radio. Moi, j'ai appelé une collègue qui m'a envoyé une tenue de rechange. C'est pour vous dire que ce métier, on le fait. On a eu la chance, nous, de nous en sortir. Ce n'était pas le cas d'Ablaye Ba, ce n'était pas le cas de Koula. Et d'autres personnes à travers le monde, au Cameroun, tout près. Depuis le début de l'année, vous avez 2 journalistes qui sont tombés, qui sont morts, quelquefois. Disons assassinés. Assassinés, oui. Et je me dis qu'il y a tous les risques avec. Mais si vous avez la chance de travailler, vous avez la formation, vous respectez l'éthique et la déontologie, parce que cela aussi est important. Pourquoi nous parlions de moyens tout à l'heure? C'est parce que quand il n'y a pas de moyens... En parlant de formation, Djadia, il appartient et là, c'est le lieu d'interpeller les patrons, d'interpeller les rédactions, mais les directions des ressources humaines. Il faut des plans de formation à l'intérieur des médias pour qualifier davantage. Il y a ce rendu. Déjà que les gens, ils ne sont pas bien payés. Le minimum, c'est leur apporter les compétences qui sied à un travail plus... Parce qu'il faut se le dire, le métier de journaliste est un des plus dangereux. Ce n'est pas simplement pour notre sécurité, mais lorsque la parole sort... Pour la société, c'est un des plus dangereux dans un pays. C'est pour cela qu'on a parlé de Radio 1000 Collines au Rwanda. Vous vous rappelez? Se servir d'un média. C'est pour cela que généralement, je dis souvent à certains de nos collègues, nous sommes là, nous sommes habitués à des attaques sur les réseaux sociaux et tout, mais ce n'est pas une raison pour se servir du micro pour riposter. Vous n'avez pas à riposter. Vous n'avez pas forcément à riposter, bien faire et laisser dire. Vous faites votre boulot en âme et conscience, en toute conscience, vous savez que vous êtes professionnel, mais vous direz forcément des choses qui ne plaisent pas. Et quand ça ne plaît pas, les autres, ils n'attendent pas, ils se servent des canaux qu'ils ont à leur disposition pour répliquer. Vous n'avez pas à réagir, vous devez rester professionnel, faire ce que vous avez à faire. Et ce professionnalisme-là, je pense que ça aide parce que nous sommes obligés quelquefois de faire de l'autocensure, surtout pendant les périodes de crise. Vous vous rappelez, parfois on a des infos qu'on ne passe pas ici. En effet. Récemment, on a eu un audio. On a fait une véritable réunion, un conseil de rédaction entre nous, mais au téléphone. On s'est dit, est-ce qu'il faut le balancer? Est-ce qu'il faut... Mais quelquefois... l'éthique, la déontologie. 2 audios d'ailleurs, dans 2 affaires différentes. Dans 2 affaires différentes. Parce que la dernière aussi, on avait décidé, justement, après moult réunions, on a dit, on ne diffuse pas. C'est comme le 5 septembre. Vous vous souvenez cet audio pour lequel on a eu cette longue discussion? Est-ce qu'il faut le balancer? Est-ce qu'il ne faut pas le balancer? Sans cesser d'être professionnel. Justement, sans penser ce que ça... Il y a cet arbitrage entre nous souvent. Pensez à ce que vous pouvez faire à quelqu'un, par exemple, évidemment, quand c'est dans les questions de corruption, de détournement de deniers publics, quand c'est, par exemple, quelque chose qui détruit foncièrement la nation par une personne, un individu, on n'hésite pas. Mieux vaut le sacrifier. Mais, par exemple, il y a des choses qui concernent une vie privée, qui concernent un individu. Le prestige, la dignité. Voilà. Il y a des choses, on n'a pas besoin forcément de divulguer. On peut pousser les enquêtes et savoir se limiter. Et il y a des informations, vous savez que quand vous les passez, par exemple, sur des questions d'ethnie, sur des questions de communauté, on n'est pas obligé de faire passer certaines informations. C'est comme pendant les périodes de crise, pendant les élections. Nous avons des informations. En Guinée, le plus souvent, vous savez que certaines élections sont conflictogènes. Vous avez... Il y a des cas de communautés, des communautés qui s'élèvent les unes contre les autres. Et quand nous avons ces informations-là, nous calmons les ardeurs. Nous essayons de ne pas les divulguer parce que généralement quand on le fait, ça jette de l'huile sur le feu et ce n'est pas la vocation du journaliste. La vocation du journaliste, c'est pas de faire en sorte que quelqu'un meure à cause d'une information qu'il a donnée ou bien que le pays s'embrase parce que vous avez donné une information. Je me rappelle, à un moment donné, il y a des journalistes qui se servaient de leur antenne ici pour appuyer un camp ou bien pour appeler à l'insurrection en quelque sorte. Ça ne marche pas dans un pays et c'est pas professionnel pour un journaliste. On ne devrait pas aller dans ce sens. Alors, c'est tellement intéressant. J'ai quand même envie de te relancer sur un dernier pan, puisque tu me sers la brèche pour cela. Là, il y a la question éthique que tu as, je veux dire, déontologique
que tu as déjà largement évoquées. Mais en parlant de vocation, il y a également la question éthique. Oui. Même si d'un point de vue de la déontologie, on a le droit de dire un certain nombre de choses, de faire un certain nombre de choses, il y a cette délibération intérieure à l'aune de nos valeurs, de nos principes, et même des principes universels qui préservent le vivre ensemble et la cohésion. C'est la question de ce que l'on fait du micro, de ce que l'on fait du stylo, des combats parfois inavoués qu'il y a à l'intérieur de la presse aujourd'hui. C'est un message à envoyer à nous tous, journalistes également. Mais à tous les journalistes, à toute la corporation, on a notre micro, vous savez, on le dit que le micro, les médias, c'est un couteau à double tranchant. En fait, ça peut servir tout comme ça peut détruire les choses. Et on a remarqué au fil du temps, au fil des ans, je vais dire Tamba, avec le temps, on a vu que les journalistes eux-mêmes sont divisés à cause d'intérêts. Oui. Et l'éthique intervient là. À un moment donné, il y a la manipulation qui intervient. C'est là qu'on parle de moyens, d'indépendance. Je suis tombé sur un échange où des journalistes réunis disent ce sujet-là, on ne va pas le... Et ça a un lien avec un parti politique. Ils ont dit ce sujet-là, on ne doit pas le traiter. Oui, il y en a qui le font. Il y a des gens qui se disent... À un moment donné, il est arrivé, nous à la rédaction, on discute. C'est parfois chaud à la rédaction, ça crie, on dit, moi, si c'est moi, je ne donne pas la parole. Les grandes gueules. Je dis, mais vous n'avez pas le droit. Ça dépend de vous. On a eu ça sous le troisième mandat surtout. Oui, vous lui donnez la parole et vous faites passer ce qui est informatif dedans. S'il y a quelque chose qui jette de l'huile sur le feu, vous faites de l'autocensure. Vous l'élaguez carrément. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous vous rappelez, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait parlé de guerre et de tout et tout. J'en ai voulu aux médias qui ont voulu divulguer carrément, de façon crue, ces propos. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire passer des propos incendiaires. Tout comme vous, journalistes, vous ne pouvez pas être incendiaire. Vous pouvez décrire, quand il y a, par exemple, des violations de droits humains, quand il y a de l'injustice. Vous pouvez, dans une émission d'opinion telle que la nôtre, vous pouvez prendre parti contre les violations des droits humains. C'est cela. Contre les violations des droits des journalistes. Quand une minorité, par exemple, est menacée et tout, dans la mesure du possible, sans jeter de l'huile sur le feu, vous pouvez prendre parti. Mais, par exemple, vous avez des journalistes carrément qui se retrouvent contre d'autres journalistes. Pourquoi? Parce que certains ont été vus par un groupe de personnes graissés. Corrompus, on leur donne de l'argent pour dire, bon, ils ont sorti cette information, je voudrais que vous preniez... Tu peux sortir de ma tête, enfin. Pardon? Fais ton speech. Là, il est en plein. Depuis là, je ne vois pas. En fait, elle parle, elle me regarde. On se regarde, on sait de quoi elle parle. Nous savons que ça existe dans notre corporation. Et ça, c'est dommage, quoi. C'est dommage qu'on en arrive là. Prends tout le temps que tu veux. Yaya, tu as rarement été aussi... C'est doux, vas-y. C'est vraiment doux ce que j'entends. Non, mais on en est arrivé là. On en est arrivé là. On est arrivé à un moment où les gens nous appellent. Ah, nous savons que ça s'est passé comme ça, mais nous voudrions que vous fassiez comme ceci, comme cela. En fait, tu dors, tu te couches, tu ne peux pas dormir, en fait. Tu passes ton temps à réfléchir à ça. Est-ce que je peux faire ça? Il y en a qui le font tranquillement, sans état d'âme. Et ils dorment tranquilles. Et ça, c'est dommage pour la corporation. Les valeurs. C'est pour cela que le niveau de vie, les moyens à la disposition du journaliste sont importants. Comme ça, vous ne pouvez pas le corrompre. Parce que corrompre quelqu'un, c'est quand, par exemple, vous prenez... non, a priori, en fait. Bon, ça dépend des gens. Parce qu'il s'agit vraiment de valeurs. En fait, quand je vais encore dire ça, on va dire que je fais de la prétention. Mais je pense qu'il faut se connaître avant d'embrasser. Justement, ce métier. C'est un métier délicat. Sans valeur, on ne peut pas le faire. Très délicat. On ne peut pas le faire. Très délicat. Ouais. Et le plus souvent, quand à un moment donné, Tamba, tu te rappelles, je pense que c'était avant le troisième mandat, ces échanges qu'on a eus, des gens qu'on envoie vers nous pour dire que tel est mort à cause de ça, tel autre est mort à cause de ça, tel autre, ainsi de suite, une longue liste comme ça pour vous dire, donc, faites attention, n'allez pas dans ce sens. Toi et moi... Vous faites le choix dans la vie. Vous faites le choix. Des gens qui viennent à la maison, qui appellent vos parents pour leur dire, votre fille là, dites-lui, elle n'est pas la seule ici.
dites-lui de faire attention. Ou bien votre fils là, il n'est pas le seul dans ce pays, il n'a qu'à faire attention. Non, on se souvient. Parce en fait, que ce qu'elle décrit à l'époque, on m'a appelé, c'est un numéro pas d'ici, avec un accent pas guinéen. Est-ce qu'il a été truqué? Mais on ciblait 3 personnes. Il y avait Djadia, il y avait moi, il y avait Lamine. Et pour toi et moi, le monsieur m'a affirmé qu'il avait reçu 100 000 $ pour nous abattre. Toi et moi. Et quand on a poursuivi, il est revenu à la charge avec des informations précises. Il dit, je t'ai dit d'arrêter et tu ne comprends pas. Après, je me demande, mais on t'a demandé de me tuer, on t'a donné 100 000 $ pour nous tuer. Pourquoi est-ce que tu me préviens? Il dit, non, on en a déjà tué, mais toi, je t'aime. Et donc, je ne veux pas que tu... C'est une sorte de chantage vous voyez ce qui se passe, qu'on fait à la personne. Et le plus souvent, c'est... Vous vous dites que vous avez choisi cette corporation, mais de toutes les façons, c'est Dieu qui tue. Ouais. C'est Dieu qui tue. Hein? Et en venant au monde, il te dit, voilà comment tu vas partir. Les grandes gueules. Je pense qu'il faut qu'on en arrive là, à un moment donné, que dans notre corporation, qu'on se dise que le travail qu'on fait, on a décidé de le faire pour le bien de... C'est notre partition en quelque sorte, même si on n'a pas d'argent dedans. D'ailleurs, nous ici, chacun de nous, en quelque sorte, moi je me dis que je ne compte pas trop sur le traitement du métier. C'est pour cela que j'essaie de faire autre chose, des consultations, d'offrir des services pour que je puisse compenser ce que j'aurais. C'est pour cela que la formation est importante. Vous avez beaucoup d'opportunités que vous pouvez saisir dans la vie. Si vous avez un certain niveau qui vous permet d'ouvrir beaucoup de brèches, tout en essayant de préserver votre dignité. C'est pas évident, mais je pense qu'on peut y arriver. Tu vois, c'est bien possible. J'ai quand même une préoccupation, ça va être la dernière brièvement, avant de prendre aussi Mohamed Mara. Voici la question que ça me pose. Regardez bien ce qui se passe. Antoine Kourouma. Les grandes gueules. Il était là, il était avec Media Awards, mais aujourd'hui parti. Giba Milimouno est encore avec nous et il fait le grand concours. Et ça marche plutôt bien. Maf était là, elle est partie. Ainsi de suite. Regardez bien ce qui est en train de se passer. Est-ce que la question du traitement ne pose pas une menace sur l'avenir du journalisme professionnel en Guinée? Évidemment. Ailleurs, on fait des carrières. Est-ce que la carrière même de journaliste n'est pas menacée en Guinée en raison du traitement? Regarde, quand vous regardez les chaînes internationales, vous voyez un reporter. Le correspondant de France 24 aux États-Unis, ou par exemple le responsable Mathieu Mabin. Le monsieur est en train de vieillir. Mais depuis que moi je regarde France 24, c'est lui le correspondant de France 24 aux États-Unis. Il y a les filles sont encore plus vieux. Gauthier, comment il s'appelle? Gauthier Levinsky. Le toutologue. Il parle souvent des questions politiques depuis, je me dirais, une éternité. Il est sur France. En fait, il est là. Vous aimez cette chose. Moi, j'aurais aimé être uniquement sur cette corporation. Laurent Ruquier, David Pujadas. Ils sont nombreux. C'est des vieux, ils ont de la carrière. Oui, ils sont là, ils font carrière. Pourquoi? Parce que ça leur permet de vivre dignement, de préparer une retraite. Mais dans notre corporation uniquement, est-ce qu'on peut préparer une retraite? C'est comme les enseignants en Guinée. On ne peut pas préparer une retraite uniquement en faisant... Bon, maintenant, encore ça va parce qu'il y a les privés, il y a les universités où on peut faire d'autres choses. Les enseignants, c'est encore mieux parce que, surtout du secteur public, parce que eux, non seulement les salaires ont été revus. C'est les meilleurs salaires. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, mais surtout, il y a la retraite. C'est ce que j'allais dire. Oui, maintenant, ça va mieux. Non, mais eux, il y a toujours une retraite au moins. Non, mais on peut quelle dire retraite? que c'est... Non, on peut mais dire il y en a, mais nous, il n'y en a on peut pas. dire que c'est dérisoire, mais chez nous, ça n'existe même pas. Chez les journalistes, ça n'existe pas. Mais même cette retraite des enseignants, vous vous rappelez, moi j'ai connu des enseignants, il a fallu qu'ils aient leur boutique à côté pour pouvoir se construire une maison. Mais avec uniquement le salaire, c'est pas possible. Nous sommes d'accord. Notre corporation, c'est pas possible si tu ne te bats pas pour avoir quelque chose à côté. C'est pour cela que les gens, à un moment donné, on se dit que l'enseignant est différent du journaliste guinéen. Regarde. Aujourd'hui, c'est une ancienne vérité qui n'est pas une nouvelle. L'enseignant guinéen, aujourd'hui, il est bien payé. Ça, il faut le dire. C'est un autre débat. Je ne fais pas de prophétie, mais je suis presque sûr, Diaga, que tu es en train d'être happé par une organisation internationale. Bon, en attendant, je suis là. Donc chaque fois que tu voyages, je dis, c'est pas clair l'histoire là. Et donc, les journalistes qui ont quand même du répondant,
sont en train de partir. Oui, il faut mettre les moyens, c'est important, pour pouvoir garder les gens, pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient professionnels, pour pouvoir... Imaginez, il y a tellement de choses. La dernière fois, c'est un confrère qui nous lançait cela à la figure. Vous êtes un grand média, donnez les moyens à vos journalistes pour venir couvrir les événements au lieu de nous appeler à chaque fois. C'est quand même une claque à la figure parce que c'est normal. On peut le faire. On peut le faire. Je pense qu'il faut mettre les moyens. C'est pour cela que, comme on appelle l'audit, le fait de se pencher sur des gens qui veulent ouvrir les médias, sur leur histoire, c'est important parce que vous ne pouvez pas, comme on le disait tout à l'heure, ouvrir une radio et donner 200 000 à un journaliste pour lui dire que c'est de l'exploitation. Très bien. Ça, c'est de l'exploitation, ce n'est pas un travail. Très bien. Djadia, sur un ensemble de sujets. Jacques, c'est une petite minute avant Mohamed Mara. Sur les conditions, tu souhaitais y ajouter quelque chose? Oui, appuyer plutôt parce que Djiba l'a évoqué et puis Yero aussi, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller là-dessus. J'avais appris à un moment donné quand je sais pas moi, pour les télévisions, pour ouvrir les télévisions en 2010 ou 2011, il avait été comme ça envisagé quelques mesures, quelques conditions. Il y avait un montant qu'il fallait disposer pour ouvrir, pour avoir l'autorisation d'ouvrir une télévision. Il ne fallait pas tout simplement dire que j'ai ça. Il fallait que l'organe chargé à l'époque, je crois que c'était la HAC qui délivrait à l'époque, il faut que la HAC s'assure qu'effectivement ce montant-là il est disponible et que vous l'avez obtenu légalement, ce n'est pas de l'argent triché. Et là, au moins, on s'assure que vous allez ouvrir au bout de 2-3 ans, vous pouvez fonctionner sans compter sur les entrées. Mais ici, quelqu'un ouvre le média aujourd'hui, demain déjà, il veut compter sur la publicité qui n'existe pas. Pour prendre en charge le personnel et faire fonctionner son média. Maintenant, ça va mieux, le courant est un peu stable. Mais si on regarde un peu en arrière, 10 ans en arrière... C'était de grosses charges. Où c'était des grosses charges, il fallait un groupe électrogène pour faire fonctionner. Je pense que ça, c'était vraiment quelque chose. Et là, je ne comprends pas. C'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est bon. Mon frère Djiba encourage beaucoup dans ce sens, mais il sait aussi que vous ne pouvez pas vous lancer parce qu'il faut seulement le faire. Il faut avoir les capacités, il faut avoir le temps. Sinon, finalement, vous allez ouvrir, mais si ce n'est pas vous-même qui souffrez, au moins vous allez faire souffrir ceux qui vont bosser pour vous. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui dans le monde médiatique guinéen. Le phénomène des radios est venu comme ça et tout le monde s'est lancé dedans. Oui. Si vous vous souvenez, en 2008-2009, il y avait tellement de radios. Aujourd'hui, si on regarde en arrière, vous allez voir qu'il y a certaines qui ont fermé, obligées de fermer, ou certaines qui tournent, mais je ne sais pas comment elles tournent vraiment. Elles sont là. En fait, tu poses là une vraie question, Jacques. Comment les médias survivent alors qu'on sait que la publicité est presque inexistante? Parce qu'aujourd'hui... Les ressources viennent d'où? Aujourd'hui, il n'y a même pas à souffrir. Dans le monde privé, vous ne pouvez pas compter plus de 3 médias qui se font vraiment de la place. Dans le monde audiovisuel, en Guinée, vous ne pouvez pas citer plus de 3 qui peuvent, et ça aussi avec des difficultés. J'ai envie de dire, il n'y a pas plus de 2 médias qui assument toutes leurs charges. Avec beaucoup de difficultés. Il n'y en a pas plus de 2. Je pense que ce débat, il faut le poser. C'est vrai, le syndicat, nos amis, ils se battent pour la signature de la convention collective. Vous savez pourquoi certains patrons ne veulent pas signer ça? Parce que la convention collective, on va dire, voici le seuil au-dessous duquel vous ne pouvez pas descendre en termes de traitement salarial. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Ils vont s'engager comment? Ils vont s'engager comment? Et je pense qu'il est de la responsabilité de l'État qui est quand même au-dessus de tout le monde et qui organise toute cette histoire de dire vous voulez ouvrir, voici les conditions. On ne va pas vous laisser ouvrir pour faire souffrir les gens. Il y a beaucoup de nos jeunes frères, nos neveux désormais, qui sont dans les écoles de journalisme, qui rêvent un jour se retrouver dans ce monde-là et qui peuvent se jeter dans n'importe quel média et après, ils n'ont pas de salaire, mais ils n'ont pas où partir parce qu'après,
vous allez vouloir partir ailleurs, les mêmes réalités se trouvent aussi là-bas. Je crois qu'il faut un véritable débat à l'occasion des célébrations comme celle-là. Il ne faut pas seulement aller dire on est 109e, 84e en matière de liberté de la presse, parce que la liberté, ça aussi, c'est un prix au fait. Il faut poser ce débat, il faut en parler et ne pas continuer seulement comme ça et espérer que ça va changer un jour en termes de, si vous voulez, des qualifications professionnelles. Et par le même moment, on y vient donc avec vous, merci Jacques, à Mohamed Mara. Beaucoup de choses à dire, mais la question aussi des associations de presse se pose. À quoi nous servent les associations de presse concrètement? Ce type de réflexion, un salon de la radio, un salon des médias en Guinée, un salon de la presse, où on mettrait une sorte de symposium, où on mettrait les principaux acteurs en réflexion, avec des partenaires qui accompagnent, vous montez de vrais projets, des projets de formation, des projets de réflexion, des projets de développement, l'Urtelgui, les autres médias. Finalement, ça nous sert à quoi, ces associations de presse? Mon cher Mohamed Mara, on en parle avec, à l'occasion de cette journée internationale de la liberté de la presse. Si tu me permets, je viendrai justement à la situation des associations de presse tout à l'heure. À mon avis, elles ne devraient pas être simplement des appuis à la HAC quand il s'agit de partager les subventions. Vous connaissez d'ailleurs mon avis sur la subvention. Depuis toujours, je suis bien seul souvent avec cet avis-là, mais je suis foncièrement contre. En tout cas, tel que c'est distribué jusqu'à présent. Surtout que ça ne représente rien. Rien en plus. Mais quand on dit subvention, il y a forcément un contrôle derrière. On doit savoir à quoi ça sert aussi. Parce que ça ne va pas là où ça devrait aller malheureusement. J'aimerais quand même revenir sur un certain nombre de questions. Par exemple, vous aviez soulevé l'angle de la loi, mais vous n'aviez pas voulu aller longtemps là-dessus. Vous savez, il y a eu un toilettage, je n'appellerais même pas comme ça, un charcutage de la loi 003 qui a été opéré, vous vous souvenez, en 2020, qui a donné beaucoup plus de pouvoir au président de la République pour nommer les membres de la HAC. En réalité, quand vous regardez la composition de la HAC aujourd'hui, c'est le président qui nomme quasiment tout le monde, y compris le président. Oui, c'est vrai. Et c'est un grand problème que nous avons. La HAC, malheureusement, et je ne le dis pas pour choquer. Il y a moins de nos pères que les autres. Justement, mais je ne le dis vraiment pas pour choquer nos confrères ou nos consoeurs ou même nos pères qui sont dans cette institution en ce moment, parce que dans quelques années, ça ne sera pas, il y aura d'autres. Mais sous le format actuel, c'est un grand problème, véritablement pour la liberté de la presse. C'est un grand problème. Il faut revoir cela nécessairement, la loi sur la HAC. Et vous avez dû remarquer tout à l'heure dans cette boutade, quand vous parliez de la pratique ou des reproches souvent qu'on fait à la presse. Par expérience avec la HAC, depuis quelques années, chaque fois qu'on dit qu'une personne n'a pas recoupé l'information, mon premier réflexe est de me dire qui était le mis en cause par l'article ou par l'élément incriminé. Généralement, c'est une personnalité publique qui a du pouvoir et que la HAC veut préserver. Et souvent qui refuse de parler aux médias. La HAC, par exemple, ce qui est bizarre, vous ne la verrez jamais dire aux gens, vous avez un droit de réponse. Admettons même que le journaliste ne soit pas allé vers quelqu'un, vers une personne. Mais cette personne a un droit de réponse. Vous vous souvenez, on a été interpellé par un groupe d'hommes d'affaires la semaine dernière qui était venu me voir parce qu'ils ont été, d'après eux, vilipendés dans un autre média. J'ai dit, est-ce que vous avez d'abord, je ne vais pas aller en guerre contre des confrères, j'ai dit, est-ce que vous avez demandé d'abord un droit de réponse? En effet. C'est le minimum. Les gens, ils ne le feront pas. Et ceux, généralement, qui font condamner les journalistes là-bas, savent ce principe. Mais ils savent qu'avec la HAC, ils vont réussir à se couvrir. Or, s'ils viennent sur la place publique pour répondre, ils savent généralement que les journalistes ont des éléments solides. Et ce que j'aimerais aussi noter là-dessus, la HAC aime dire violer le code de déontologie. Où est ce code? Il faut ouvrir le débat sur la question du code de déontologie en Guinée. Je mets quiconque au défi. Le code de déontologie de journalistes en République de Guinée n'existe pas. On va vous sortir des textes, je sais. Mais allons voir le mode d'adoption. Vous allez comprendre que quand on dit code, c'est pas ça. Laisse-moi placer ça sur ça. Ouais, ça m'a fait rire quand j'étais aux études.
on avait un cours comme ça sur la déontologie, justement, et on s'est mis à chercher dans les différents pays, puisqu'on était plusieurs nationalités, les textes, donc le code déontologique, justement. On a cherché, on a sur le site de la HAC, à l'époque, ils avaient encore un site. Oui, ils avaient maintenant, un site. Ils ont réactualisé un peu. On avait vu donc pour le Burkina, le Bénin, et donc on avait pris pour la France, et quand on est venu sur... Il y en avait je pas. crois que c'est quelque chose qui avait été concocté à l'époque par... Il y a un observatoire là. Non, c'était EKES par 2 fois qui réunissait les journalistes. Mais c'est en une page, Mara. Les grandes gueules. Oui. En une page, quelque chose comme ça. Oui, EKES. J'étais pas fier de moi. Hein? Tu l'as montré aux autres nationalités. Moi, quand tu découvres ça, Jacques, tu dis non, tu caches. Je l'ai montré quand même. Non, tu dis carrément, non, ils ont retiré il n'y a pas longtemps. On s'en va là-dessus. Mais je dis, véritablement, il n'y a pas de code. Donc, en réalité, je veux dire aux journalistes qui sont... Les journalistes, qui sont condamnés par la HAC en disant que c'est en violation du code de déontologie, ils ont bel et bien le droit de saisir la Cour suprême pour faire casser cette décision. Parce qu'il va falloir que la HAC produise. Et d'ailleurs, si tu remarques, il ne cite jamais l'article de ce code-là. Il faut bien faire attention à toutes ces décisions. Les gens, en violation de la loi. Excusez-moi, on pense que je suis un va-t-en-guerre. Non, ce n'est pas cela. J'aime la normalité. Allons-y. Donc, il y a la question donc, de ce code de déontologie. Et puis, un fait nouveau dans ce rapport de RSF, c'est la HAC cette fois-ci qui est épinglée. Lisez le rapport. Ils disent, la HAC par exemple récemment, je crois que c'était au mois de septembre, d'après le rapport, 5 journalistes suspendus, et le rapport précise en violation des procédures. Les procédures n'ont pas été respectées. Et bizarrement, on a l'impression que de plus en plus, cela se passe. Moi, vous avez suivi ce débat-là la dernière fois sur la personnalité. Nous contestons la qualité de la personne qui porte plainte, qui dit je porte plainte au nom de l'institution judiciaire. Nous écrivons, nous motivons. Je vais sortir la loi relative à l'agence judiciaire de l'État. Je lis l'article devant tous. On dit bon, et comme on est coincé, on dit non, écoute, ici on ne va pas parler de droit. Je dis mais ce que vous faites là, vous avez un pouvoir juridictionnel là sur nous. Vous imaginez donc, il y a un problème de formation, pas que des journalistes. Pas que des journalistes. Le régulateur lui-même, en Guinée, il faut revoir aujourd'hui les compétences du régulateur. C'est extrêmement important. Et là, je vais interpeller les organisations internationales. Si la HAC ne va pas vers vous pour demander des formations, pour l'amour de Dieu, si vous voulez nous protéger, incluez dans les modules de formation aussi la haute autorité de la communication. Faites-le à part, parce que nous les respectons. Nous ne voulons pas être avec eux dans la même salle pour ce genre de choses. Mais, je vous dis, rarement j'ai vu une décision de la HAC. Quand je lis, je regarde la loi, mais je vous assure, les 98% des temps, si vous les attaquez, vous pouvez les retoquer. Je vous assure. Parfois, je suis mal dans ma peau quand je vois ça. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut manquer autant de prudence? Parfois, le document lui-même, il est cousu. On va viser des textes qui n'ont rien à voir avec ce qui est reproché aux journalistes. Ça, c'était l'autre observation. Je veux dire une chose qui va choquer, mais je m'en fous. Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez voir, je suis sûr que d'ici la fin de la journée, beaucoup d'hommes politiques vont chercher à encenser les médias. Vont chercher même à dire c'est grâce à nous que les médias privés sont là, parce qu'on a mené de longues luttes pendant 30 ans, et ainsi de suite. Abéouya. Ça veut dire vous tous vous mentez. Abéouya. Vous mentez tous. Non, je dis tout est faux. Ah, je n'ai pas dit vous mentez tout. Est faux. Je dis tout est faux. Abéouya. Je vais vous dire pourquoi. Je traduis. Est-ce que les gens comprennent? Il y a des gens qui ne parlent pas malinqué. Abéouya. Tout est faux, bien tout le monde ment. Je dis tout est faux. C'est différent. Tout est faux. Abéouya. Je vais dire pourquoi. Dans l'exercice de notre... Non, le public ne sait pas ça. La bagarre que nous menons toute l'année. Vous avez des hommes politiques guinéens qui vont stigmatiser des journalistes. Ils vont choisir les journalistes auxquels ils vont parler et d'autres auxquels ils ne parlent pas. Vous avez même des hommes politiques en Guinée qui s'appuient sur des groupes de communicants, de militants, pour prendre pour cible des journalistes. Bizarrement, vous n'entendrez ni le gouvernement, ni la HAC, ni les associations de presse là-dessus. Parce que notre corporation est des plus divisées qui soient, malheureusement, dans notre pays. Et ça, ce n'est pas à notre honneur.
C'est ici que vous voyez des journalistes. Moussa Hiro avait commencé à en parler tout à l'heure. Regroupés par des groupes de pression politique. Parfois avec de l'argent. Pour dire, il faut dire au contraire de ce que les autres vont révéler. Vous le savez. Combien de fois, Jacques, Hiro, toi Tamba, toi Djiba, vous avez été approchés par des journalistes qui disent c'est mon grand ou c'est mon patron. S'il vous plaît, on sait qu'il y a telle affaire, mais mettez un peu d'eau dans votre vin demain. Et vous savez, quand vous avez la rigidité de certains comme Mohamed Mara ou Jacques Lewa, vous allez être détesté dans la corporation. Le jour que vous avez les problèmes, vos confrères seront les premiers à dire aux gens sur les réseaux sociaux, ouais, tu sais, lui, il pense qu'il est le nombril de la terre. Généralement, quand vous observez, ils sont déjà venus vers vous pour protéger quelqu'un. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes nous-mêmes, avant de parler de l'État, avant de parler de politique, nous sommes nous-mêmes parfois à la base de notre propre malheur. Ce n'est pas parce que je ne touche pas 100 millions comme salaire que inutiles, totalement inutiles, même ridicules parfois. Attention, inutiles, mais qui deviennent nuisibles. Mais je suis d'accord. Mais c'est inutile, c'est improductif. Alors je vais vous dire ceci. En Guinée, il y a eu des périodes, et très souvent jusqu'à maintenant, je vais vous dire une chose, réfléchissez-y très bien. Parfois la démocratie ne s'est exercée en Guinée qu'exclusivement par les médias. Il y a des moments où aucune autre activité politique en réalité n'est autorisée. Dans la période 90, ce sont nos aînés, les Souleymane Diallo et autres. Même dans un passé récent, même dans le présent. À travers la presse écrite. Regarde, lorsque par moment les réunions sont interdites, les sièges des partis politiques sont fermés, les réunions politiques sont interdites, les manifestations sont interdites et tout. Pour que les hommes politiques existent, c'est par qui? Ben, c'est par notre travail. Mais ces hommes politiques, généralement... Même pour qu'on desserre quelquefois le nœud un peu, c'est à travers la sensibilisation des journalistes. Et parfois, pas que la sensibilisation, parfois même ils sont obligés de leur mettre la pression pour qu'ils y aillent. Et souvent, quand ils prennent une décision, qu'ils savent que leurs militants ne vont pas comprendre, qu'est-ce qui se passe? Les samedis et dimanches, ça sert à ça. Ça sert à ça. Moi, à peine, tout le monde sait que je suis à l'église, mais à partir de 16h, tu sais comment ça se passe? On commence... Vous savez, cette décision, ils vont passer tout leur temps à vous expliquer pour que vous, demain, lundi, vous n'ayez pas à les critiquer d'une certaine manière parce qu'ils seront en difficulté avec leurs propres militants. C'est un fait. Alors, ce que je veux dire, respectez cette corporation. Parce que les sacrifices, nous les faisons suffisamment. Lorsque nous abordons des dossiers de corruption, vous savez pourquoi nous sommes obligés de partir en groupe, parfois jusqu'à 1h du matin? Très bien. On a peur, on ne le dit pas ici, mais souvent on a peur d'aller sur certaines questions liées à la corruption, liées à l'armée et liées aux intérêts politiques. Très bien. On continue cette émission. Finalement, ça devient une spéciale de la liberté de la presse. On va marquer une pause pour nos obligations commerciales. Derrière, nous irons en Nzérékoré, nous irons à Labé, nous irons à Cancan, nous reviendrons vers Kindia et on va voir comment la liberté de la presse se tient là-bas. Et c'est à cela que ça sert, d'avoir des représentations à l'intérieur de tout le pays. Et ce n'est pas de l'orgueil que de le dire. On se retrouve dans 10 minutes. On y reste donc à ces réflexions. Mohamed Mara, vous étiez sur un élan. On revient avec vous en attendant de pouvoir aller chercher nos correspondants à travers le territoire guinéen. Et on y reste. Oui, Zachary, je parlais tantôt d'insuffisance légale. Pour moi, même la loi 002 a besoin aujourd'hui d'être toilettée. Très honnêtement, elle a besoin de toilettage. La loi également relative à la HAC, j'en ai parlé. La question du code de déontologie, pour moi, c'est devenu cette fameuse poudre de perlimpépin que la HAC saupoudre les grandes gueules. Toutes les soupes de journalistes examinées à leur microscope à chaque fois. Oui, n'a pas recoupé l'information, sauf que vous et moi, nous, on a eu l'expérience amère cette fois-ci que ça n'a rien à voir avec les sciences de l'information, mais c'est peut-être une autre définition, parfois d'une autre époque, d'une autre pratique journalistique qui est tout sauf celle aujourd'hui consacrée par des textes défendus par des organisations comme l'UNESCO ou tout simplement le grand monde des Nations Unies. Et puis je vous parlais je vous ai dit, j'ai terminé en disant ceci que
On doit du respect aux médias, surtout venant des hommes politiques, pour une raison simple. On a des périodes où la démocratie ne sait dire s'enguiner que par les médias. À travers les médias. À travers les médias. C'est vrai. Vous allez me dire que c'est excessif. Mais dans un pays où vos voix, vos suffrages vous sont volés à l'élection, vous ne pouvez pas contester. On vous interdit de prendre la parole parce que, et parfois même on vous embrigade, on vient fermer les portes de votre propre concession, vous y êtes embastillé avec vos familles. Les réunions politiques sont interdites, les sièges des partis politiques sont fermés et tout, les réunions politiques, les marches, les autres manifestations sont interdites. Vous n'avez plus que quoi? Que les médias. Alors quand c'est le cas, je pense qu'un minimum serait quand même de respecter cette corporation. Mais parfois, je l'ai aussi dit, c'est aussi des journalistes qui font, de par leur pratique, excusez-moi, parfois de par la servilité de certains, qui amènent les hommes politiques à nous manquer du respect. Et les hommes de pouvoir à nous manquer du respect. C'est une réalité. Lorsque des journalistes deviennent des démarcheurs et activistes politiques, forcément, vous affaiblissez votre corporation. Mara, ce que tu dis, mais c'est simple. On se vend au prix qu'on se donne. Et malheureusement, à la valeur qu'on se donne. Malheureusement. Et on est devenu des pousseurs. Et on porte. En fait, on arrive à créer des. On fait comment la bonne formule? On te prend from nothing to something. On te prend de rien. Et on fait de toi quelque chose. Toujours comme ça, on est devenus des pousseurs. De zéro à héros. Exactement. Et voilà. Et cela, je trouve cela déplorable. Je vais aller sur l'autre volet, les pesanteurs, parce que vous en avez parlé. L'autocensure, moi, je trouve qu'elle est normale. On s'auto-censure tous sur des questions parfois très sensibles. Vous le savez, parfois, on s'assoit, on réfléchit, on dit, bon, quel est l'intérêt, de divulguer cette information, quel va être l'impact? On analyse les pour et les contre, mais parfois on se rend compte que ça fera plus de mal que de bien au public que nous servons. Et on décide soit d'attendre d'abord avant de diffuser cette information, ou d'aller sur d'autres volets peut-être qui vont davantage nous conforter dans ce qu'on a déjà découvert. Et on le fait régulièrement. Mais il y a d'autres pesanteurs qui agissent sur le journalisme guinéen. C'est vrai. On n'en parle pas assez, mais les pesanteurs d'ordre social, j'ai envie de dire d'ordre sociétal, sont en train de faire un mal, mais extrêmement dur. Un mal au journalisme en Guinée. J'ai envie de dire, c'est le plus silencieux, mais le plus nocif. Mais tueur, pernicieux. Mais je pense que Yero m'a déjà tendu la perche parce que l'une des véritables raisons réside au déficit de formation. Le journaliste n'est pas un colporteur. Le journaliste n'est pas un colporteur. Dans les conditions normales, le journaliste est un éclaireur. Et pour éclairer, on est d'abord éclairé. Il faut pouvoir s'éclairer Quand soi-même. vous tenez la torche, c'est d'abord vous qui bénéficiez d'abord de la lumière avant d'indiquer le chemin à ceux-là qui vous écoutent et dont vous allez guider la réflexion. Vous ne pouvez pas les faire réfléchir. Vous ne pouvez pas forger l'opinion des gens. Mais vous contribuez à leur donner des éléments qui vont les amener à forger leur opinion sur ce qui est clair désormais pour eux. C'est hyper important. Mais sur des questions d'ordre sociétal, Yero, soulevez la question, vous allez voir parfois que les médias sont les premiers à tomber dans le piège. Prenez un sujet aussi simple pour moi que la polygamie. Prenez la polygamie. Prenez les questions, par exemple, comme l'excision, les violences basées sur le genre, les violences conjugales, ainsi de suite. Ouvrez le débat et écoutez les journalistes. Vous allez vous arracher les cheveux. Les journalistes eux-mêmes, non, parfois, on contribue à la confusion. Ils manquent de hauteur. On contribue à la confusion. Pour appuyer Mara, moi j'ai participé à un panel où je devais prendre la parole à Dakar. Mais vous avez aujourd'hui des journalistes qui font la promotion du viol par le fait de dire que, par exemple, pourquoi les filles portent des jupes courtes, pourquoi les filles portent des jeans serrés, pourquoi elles se dénudent pour sortir. Le viol, c'est un crime. Vous n'allez pas justifier le meurtre, par exemple. Mais pourquoi allez-vous justifier le viol par le fait qu'une fille a porté une jupe courte?
Vous avez un reportage ici d'un média et je me réjouis du fait qu'à l'époque, la HAC avait interpellé ce média pour lui dire qu'il ne peut pas faire la promotion du viol. Ils sont partis filmer des gens à leur insu, des filles qui portaient des collants, des filles qui portaient des jupes nues. On les filme. Vous n'avez pas le droit de faire ça. On ne peut pas dire que parce qu'une fille a porté une jupe courte, il faut la violer. C'est pas possible. On est en République. Et cela, quelquefois, est montré, colporté par des médias. Nous qui sommes censés faire la différence, parce que quand vous, médias, vous prenez la loi, vous savez ce que c'est que la définition du viol. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que le viol et aller justifier le viol par le style vestimentaire. Je te laisse continuer. Oui. La dimension, et c'est là que ça devient intéressant. Il y a un parallèle que vous mettez là, à présent, entre la formation, donc la qualification, et la responsabilité du journaliste. Tout vient de la formation. Vous ne comprenez, vous n'êtes responsable que de ce que vous comprenez. Tout vient de la formation. Lorsque vous savez que ça, je ne peux pas le faire, ou que si je le faisais, voici les conséquences pour d'autres, vous saurez assumer. Sur beaucoup de questions comme ça d'ordre sociétal, vous vous rendez compte que les médias eux-mêmes ne sont pas préparés, n'ont pas de hauteur. Les médias servent à faire quoi? À véhiculer. Les médias eux-mêmes vont servir à véhiculer les différentes contradictions de notre société au lieu d'être de ceux-là qui peuvent participer à apporter la lumière. Parfois, pour apporter la lumière, comment procéder? Les grandes gueules. Parfois, pour apporter la lumière, comment procéder? C'est pas compliqué. Le journaliste n'est pas un tautologue. Il n'est pas un spécialiste de tout. Sur des questions précises, vous avez des experts. Donnez-leur la parole. La nécessité, toujours sur le domaine de la spécialisation, de la formation, la nécessité de la spécialisation. Exactement. Aujourd'hui, la Guinée, c'est les mines. La Guinée, c'est... Il nous faut ça aujourd'hui. Au-delà, vous pouvez être amené à débattre d'un sujet, surtout quand vous êtes animateur, animer un sujet dont vous n'êtes pas un spécialiste. Mais faites intervenir les experts sur la question. Ainsi, vous aurez contribué à apporter la lumière scientifique à vos concitoyens. Il faut bien aussi que les spécialistes acceptent de prendre la parole. Débat. Je suis d'accord avec vous. C'est un autre débat. C'est un autre débat, mais je suis pleinement d'accord avec toi. Les spécialistes fuient carrément les responsabilités. Je suis pleinement d'accord avec toi. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi, mais parfois, il faut voir le contexte. Nous sommes dans un pays où, pendant très longtemps, on a fait croire aux gens, on a dit oui, le premier à l'école n'est pas le premier dans la vie. Ça, c'est en Guinée qu'on l'a dit. Un. Deuxième, où l'intellectuel avant était le repoussoir. Où l'intellectuel, pendant combien de décennies, les intellectuels ont dû soit la boucler ici ou s'enfuir. Ça, c'est ce pays. Et aujourd'hui, quand il y a des intellectuels, certains arrivent de l'étranger et tout, vous arrivez, on a tellement tendance, et tout à l'heure je parlais des activistes politiques, en Guinée, on vous mutile, on vous charcute pour un rien. Vous avez dit bonjour. Quelqu'un dont parfois lui-même, son papa, son grand-père, son arrière-grand-père, masse d'éducation scientifique réunie ne dépasse pas 6e année, il va vouloir discuter avec un Tcherno Monenembo, un professeur Zobelemo. C'est des choses comme ça. Mais en fait, ça, excuse-moi. Le grand défi aujourd'hui. Et cela amène les scientifiques parfois, les intellectuels à se taire. C'est l'avènement, si vous voulez, l'expansion des nouveaux médias. Voici un autre défi que nous avons aujourd'hui. Je l'ai là. Les nouveaux médias. C'est le dernier point que j'avais choisi. Je l'ai là. Mais c'est un problème et malheureusement, beaucoup d'intellectuels, vous le savez, quand nous voulons les rencontrer, n'ont jamais d'objection, tu le sais. Nous les rencontrons, tu as du plaisir à discuter avec des sommités guinéennes. Mais quand vous leur dites, est-ce que je peux vous avoir à l'antenne? Ils vous disent non. Pourquoi? Il n'a pas envie d'être jeté en pâture. Très bien. Ça, c'était... Tu vas poursuivre tout à l'heure, mon cher Mohamed Mara. On va quand même faire cet interlude en allant à l'abbé d'où nous attend Alpha Ousmane. Alpha Ousmane est en ligne de Espace L'Abbé. Bonjour Alpha Ousmane. Bonjour Tamba. Très bien, on va le faire en une question. C'est la journée internationale de la liberté de la presse. À l'abbaye de la presse, il y a de l'activité, elle est encadrée, elle est menée au quotidien. Comment se porte-t-elle de ce côté? Quel tableau vous en dressez et quelles recommandations vous auriez, notamment à destination des journalistes, des autorités locales et nationales?
Tamba, merci. Je souhaiterais une bonne journée de presse à l'ensemble de la presse locale, africaine et internationale. Et les masses médias, aujourd'hui, sont devenus réalité à l'AB, parce qu'aujourd'hui, l'AB ne compte pas moins de 8 radios privées. Et les chiffres sont représentés également de télé. Il y a tout ça qui naissent ici, accompagné vraiment d'une forte présence des journalistes sur le terrain. Et vous savez, quand on dit la présence et la presse grandit quelque part, c'est exactement où vous ne connaissez pas. Il y a quelques années, il y a 5 ans, 6 ans, tous les journalistes qui exerçaient à l'AB se connaissaient. Mais maintenant, vous allez sur le terrain, vous allez rencontrer de nouvelles figures que vous nous avez jamais vues, et vraiment sur le terrain de la presse. La liberté de la presse qu'on parle chez nous, naturellement, ça ne dire ce que tu veux, dire ton opinion sans que tu ne sois agressé ou menacé, ne suffit pas pour faire la liberté de la presse. La liberté de la presse à l'intérieur du pays, c'est les moyens. C'est un problème de moyens d'abord, parce que une chaîne de radio, une chaîne de télé, incapable d'amener son journaliste à 40 km, à 50 km de lieu d'émission de la chaîne de radio, on estime que c'est un échec. Imaginez-vous des cérémonies qui se tiennent, par exemple, il y a un conflit, par exemple, à Lelouma ou bien à Koubia, le gouverneur doit se déplacer. Et le journaliste qui vient dire à son patron, écoutez, il y a une situation qui se pose, parce qu'il y a des journalistes aussi vraiment qui sont vraiment proactifs, ils n'attendent pas qu'on leur dise, va sur le terrain, qui sont proactifs, ils suivent l'actualité, en fait, ils vont vers l'information, ils n'attendent pas que l'information vienne vers eux, parce qu'il y a des gens qui attendent ici qu'il y ait des faits divers, un enfant est tombé dans un puits, un corps est ramassé ça et là, c'est ce qu'ils couvrent naturellement, alors qu'il y a des informations. Imaginez-vous, Tamba, vous dites dans votre rédaction que, écoutez, il y a un conflit autour des mines, par exemple, à Mali, ou bien à Koubia, ou à Lelouma, il faut partir là-bas. Ton partenaire dit qu'il faut trouver qu'est-ce qu'il te faut pour aller là-bas. Bien qu'il y a certains qui négocient des mototaxis pour amener le reporter à aller revenir, mais on dit écoute, on va vérifier. Si le gouverneur va là-bas, il va trouver une place dans son véhicule. On appelle le gouverneur, monsieur le gouverneur, est-ce que vous partez? Ah, je vous donne un journaliste, il va partir avec vous, il va sur les lieux. Et ça, c'est une mauvaise chose. Imaginez un journaliste qui voyage dans le coffre du véhicule de monsieur le préfet, de monsieur le gouverneur. Vous arrivez sur le terrain, on caillasse monsieur le gouverneur, on fait des jets de pierre sur monsieur le gouverneur. Est-ce que toi, journaliste qui est venu dans le véhicule de monsieur le gouverneur, tu peux dénoncer cela? Impossible. Et l'autre problème qu'on a évoqué au niveau de l'intérieur du pays, d'ailleurs ça c'est général dans toute la Guinée, la voix qui donne l'information, la voix qui dénonce l'état de la société, c'est la même voix qui pose sur l'effort publicitaire, sur les eaux minérales, sur la farine et tout ce qui s'ensuit. Et après on te dit qu'il y a des problèmes dans la farine, c'est le même journaliste qui se lève pour défendre cette farine incriminée, qui défend cette eau qui est incriminée avec des particules dedans que les populations, les consommateurs ont vu. Et aujourd'hui, l'autre aspect qu'il faut souligner, à l'intérieur du pays, vous savez, il y a beaucoup, quand vous parlez de Conakry, tout le monde s'est retrouvé là-bas, c'est la capitale. Mais à l'intérieur du pays, que ce soit à l'Abbé, à Zérékoré, au Kankan, il y a les traditions, il y a des présenteurs sociaux qui frappent un peu, qui retouchent un peu les journalistes. Parce que, naturellement, vous avez face en vous des catégories sociales qui tiennent absolument à ce que vous dites, ce qu'ils veulent entendre. Et aujourd'hui, c'est devenu une situation, la presse a carrément échoué dans sa mission parce que on cherche toujours à plaire, on cherche toujours à dire ce que les gens veulent entendre. Alors qu'en matière de presse, on a dit que le journaliste doit dire ce que les gens doivent entendre, ce que les principes disent. On s'en fout de savoir qui est derrière. Aujourd'hui, on peut vous incriminer, mais demain, on dira tout simplement, écoutez, il a dit ce qu'il avait dit, c'était une réalité. C'est maintenant qu'on vous rejoint. On vous rejoint après pour dire, écoutez, nous, on n'avait pas compris la position de journaliste. Mais comme quand votre opinion est bien fondée, ça passe bien. Maral a bien dit, donc dites votre opinion, même si les gens ne sont pas d'accord avec vous aujourd'hui, demain, ils le seront. Le problème qui se pose ici aujourd'hui, il y a un manque de formation. La liberté de la presse aussi, c'est le manque de... il faut une formation, il faut une remise à niveau. En fait, c'est des gens, beaucoup de personnes ici exercent dans le métier. En fait, c'est devenu le point de chute. Avant, on disait, quand il n'y a rien à faire, il faut aller faire la santé au moins. Il va driver dans les hôpitaux à tuer des gens. Et si c'est l'armée, quand un enfant ne fait rien et puis il devient impoli dans la société, il les voit dans l'armée. Et maintenant, tous ceux qui ont échoué, ils se retrouvent dans la presse, surtout à l'intérieur du pays, c'est une catastrophe. C'est une véritable... Je ne sais pas si vous me recevez. Justement, on te reçoit, vas-y. Donc c'est une catastrophe. Quiconque, vous allez vous trouver quelqu'un à un téléphone, donc lui se considère déjà journaliste, il est dedans, il n'a aucune formation.
quand vous écoutez une radio ou bien quand vous lisez certains articles de presse, vous vous retrouvez complètement dans la littérature. Il n'y a aucune écriture journaliste qui se retrouve dedans. Et le journaliste a ses écritures, le médecin a ses écritures, et le policier ou bien le gendarme a ses écritures. Aujourd'hui, la Guinée mérite vraiment la promotion de l'écriture journalistique. Parce que qui fait le journalisme, naturellement, quand tu écoutes un papier de journalisme, même si ce n'est pas à la télé, à la radio comme ça, tu peux te faire une image. Ce que le journaliste a fait sur le terrain, c'est le reportage. Il se revend dedans, il voit les images dans sa tête qui défilent, ça prouve que vraiment c'est un papier de journaliste. Mais c'est purement de la littérature. Couper, coller, on est devenu des mécaniciens du son. À l'intérieur du site, vous pouvez, beaucoup de journalistes devant très bien. Très bien. Ils sont incapables de lui poser une question correcte. Ils ne savent même pas vraiment quel est le rôle de ce monsieur, quel est le fonctionnement de son service, quelles sont les questions qu'il faut poser à ce monsieur. Lui-même, il n'a pas les questions. Il n'a pas les questions qu'il a. Il ne peut même pas répondre parce qu'il ne savait même pas qui il est. Très bien. La question aujourd'hui, il y a 3 questions. Très bien. Alpha Ousmane Ba, intervenant donc de l'AB. Justement, nous avons une représentation radio et télé. Merci, mon cher Alpha Ousmane. Le message, il est passé. Il faut plus. Je peux rajouter un mot. Allez-y rapidement. L'autre problème qui se pose à l'intérieur du pays ici aujourd'hui, on se pose une question, mais c'est de façon générale. Si vous remarquez, le journaliste guinéen voyage moins maintenant dans le cadre de la presse. Nous sommes absents dans beaucoup d'activités à l'étranger. Parfois, c'est les journalistes qui passent. Nous ne partons pas à des activités du côté du Sénégal ou du Mali. Mais c'est entre nous, c'est des projets qui nous invitent et tout, mais ça ne couvre pas. Ce qu'il faut dire encore là-bas, au haut niveau, ce qui tue la liberté de la presse en Guinée, c'est le trafic de visas de la part des patrons de presse. Qu'ils sortent des trafics de visas, Kamba. Qu'ils sortent des trafics de visas. Les journalistes n'ont pas de visas aujourd'hui parce que les visas sont bandits à de non-journalistes. Le trafic de visas empêche à beaucoup de journalistes guinéens aujourd'hui d'accéder aux visas pour voyager. Parce que les gens qui vont au nom des journalistes ne reviennent pas parce qu'ils ne sont pas journalistes. Les patrons de presse sortent du trafic de visas. Sortez du trafic de visas, Tamba. C'était le mot que je voulais dire. Très bien, très bien. Alpha Ousmane Ba, journaliste donc à Espace TV Radio Fouta. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. On poursuit donc cette émission derrière cette petite transition. Très bien, nous revenons en studio. On a écouté Alpha Ousmane Ba, Mohamed Mara. On poursuit cette réflexion. 2 autres angles intéressants. Mais avant, Moussa Hiro, on a écouté c'est très important sur l'indépendance du journaliste. Vous vous rappelez, hein, quand on faisait ces grandes gueules, par exemple, la synergie des médias pendant les élections présidentielles, entre autres, ce qu'on nous disait, c'est de ne pas habiter chez les autorités locales, surtout des autorités où vous étiez déployés. Il a dit ça. Vous avez par exemple des journalistes qui sont à l'intérieur du pays, qui ont leur rédaction, mais qui n'ont pas suffisamment de moyens. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est de se déplacer avec les autorités locales, par exemple, ou bien une structure qui organise un événement. C'est là la question de l'indépendance du journaliste se pose. Parce que quand vous partez avec eux, ils vous donnent de l'argent, ils vous soudoient. Même quand généralement ils posent de mauvais actes, vous avez des difficultés et donc à relayer la bonne information. Et ça, c'est dommage. Et si la corporation tient vraiment à l'indépendance des journalistes, il faut mettre les moyens qu'il faut pour que le journaliste puisse avoir son véhicule ou bien sa moto pour qu'il puisse se déplacer en toute indépendance et avoir son per diem donné par le média lui-même. Parce que sinon, c'est compliqué, ça risque d'interférer avec le travail qu'il va faire et il n'y aura pas de travail indépendant, justement. Vous vous rappelez, on en parlait de ces journalistes qui sont décédés avec Feu Ibrahim Fofana, qui était derrière, pratiquement, on dirait, dans le coffre de la voiture, parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. C'est vrai que même s'ils étaient dans leur propre véhicule, si Dieu avait voulu qu'il y ait accident, il y en aurait. Mais ça pose la vraie question des moyens pour le travail Mamba Mansaré. La sécurité au travail, l'équipement des journalistes, justement. Autant de questions qui sont soulevées. Mohamed Mara, on enchaîne avec vous avant d'avoir Fassili Konaté du côté de Nzere. Donc sur la question donc, des pesanteurs sociales, je disais que nous devons nous-mêmes contribuer à apporter de la lumière. Et puis il n'y a pas que ces pesanteurs sociales, il y a aussi les pesanteurs politiques. On ne le dit pas assez. Mais les journalistes en Guinée sont victimes de violences aussi de la part d'acteurs politiques. Récemment, c'est quand même la suite de M. Faya Milimono, pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais qui a passé à tabac
le journaliste Marwan, dont les gardes ont failli passer à tabac. Sous ses yeux. Non, non. Ils l'ont agressé physiquement. Attention. Bon. Ils ont brisé son téléphone et tout. Attention. Oui, passer à tabac. Je dis. Quand vous portez des coups, quand vous portez des coups à un Marwan, journaliste. c'est un ami. Oui, mais quand vous portez des coups à un journaliste. Mais passer à tabac, je oui, pense mais que lorsque vous c'est portez. pas vraiment ce qui s'est passé. Alors je l'enlève. Je le retire, beaucoup. Mais je dis qu'ils lui ont porté des coups. Ils l'ont agressé et porté des coups également. Donc, lorsque c'est le cas, vous posez des questions. Vous posez des questions. Vous avez parlé de feu de notre regretté Koula Diallo, qui est mort dans des conditions jamais élucidées. Jamais élucidées. À d'autres thématiques plutôt. Et les violences sur le terrain, on n'en parle pas. Mais ce n'est pas que des faits des services de sécurité. Cette année, j'aimerais quand même mettre l'accent sur les violences dont les journalistes sont victimes de la part des citoyens. Des citoyens. Hier, je lisais un article de presse, je crois, de Guinée News. Une de leurs reporters a été agressée à Koza. Hier, on évoquait déjà un cas. Plusieurs également. Nous-mêmes, on l'a subi. Moi, il y a quelques années, j'étais avec Ibrahima Souri Kamara, qui est présentateur du JT à la télévision nationale. Et l'autre, comment il s'appelle, Mamadi Mansaré. Mais on avait été sauvagement battus. À l'époque, à Bambeto, moi, j'avais gardé le lit un mois. À l'époque, on était encore reporter. C'est des choses qu'on subit et il faut honnêtement apprendre. Il faut que dans les QG des partis politiques, on donne aussi dans les formations qu'on dise aux militants que les journalistes sur le terrain sont à protéger, même si leur opinion parfois diffère de l'opinion des partis politiques. Et puis j'aimerais terminer par ces 2 points. La question des médias nouveaux, qu'on le veuille ou non, c'est devenu à la fois aujourd'hui une sorte de concurrence déloyale, parce que par des non-professionnels du traitement de l'information, mais aussi une sorte de poids sur le journaliste. Aujourd'hui, beaucoup de médias, malheureusement, cèdent à la course contre la montre, parce que dès qu'il y a une information, on ne prend plus le temps d'aller recouper, parce qu'on a peur que les médias sociaux s'en saisissent tout de suite. Et ça, c'est un problème qui gagne de plus en plus aujourd'hui. C'est plus qu'un problème, c'est un poison. C'est un poison. C'est un poison. Vous vous souvenez la semaine dernière. J'en ai fait les frais. Vous vous souvenez la semaine et dernière. Personne de nous n'est épargné avec ce qui se passe sur Internet. La semaine dernière, c'est par un exemple, poison. Il y a un phénomène encore plus dangereux maintenant qui est né, c'est l'intelligence artificielle. La semaine dernière, vous avez vu ce JT en bonne et due forme, présenté par une journaliste, avec un reportage sur le ministre des Mines en Guinée, qu'on dit avoir... France 24. Oui. Et qu'on dit que le ministre comment on appelle ça, des Mines aurait reçu 500 000 $. Vous savez, la première personne à me l'envoyer, c'est un des hommes pour lesquels j'ai le plus grand respect dans ma vie. Dès que j'ai lu, je lui ai dit tout de suite, je dis c'est du fake. Il était choqué, il dit ah bon? Je lui ai écrit, je dis c'est du fake. Des jeunes s'essayent à l'intelligence artificielle. Mais vous savez la razzia que ça a représenté. Ça tournait dans toutes les boîtes quasiment. Et beaucoup de gens y ont cru. Alors que de bout en bout, c'est du faux. Et ça, c'est réalisé par des Guinéens qui se servent de l'intelligence artificielle. Ne soyez pas étonnés demain qu'il y ait, excusez-moi du terme, mais des sextapes avec des gens de renom. Votre alors visage. que c'est pas eux. Alors que ça avec va pas leur être vous. voix, leur visage, on va les voir, mais on pensera que c'est eux alors que c'est pas le cas. Parce que déjà des malins commencent à s'y essayer. Et hier, nous, on en parlait. Je disais, c'est le bon moment pour l'État de mettre en place une véritable unité de surveillance sur cette question, de spécialistes, parce que dans 5 ans, voilà l'autre bombe qui risque complètement de polluer les débats dans l'espace public dans nos pays africains. Totalement d'accord. Et ce dernier volet, mon cher Mohamed Mara, c'est bien les associations de presse. Un autre défi pour la presse guinéenne aujourd'hui. Certaines associations pensent que le ministère de la Communication est notre tutelle, parce qu'elles n'ont pas compris leur rôle. Ce n'est pas le cas. D'autres pensent qu'elles sont là pour, comment on appelle ça, pour gérer les intérêts immédiats de leurs patrons, parce que des patrons de presse. En Guinée, par exemple, j'aimerais avoir une véritable association de journalistes. Parce que pour le moment, on n'en a pas, hein, véritablement. Il y a des associations, oui, il y a des associations catégorielles. Presse en ligne, presse ceci. Non, non. Dans une association comme ça, où tu ne peux pas avoir patron et employés qui défendent les mêmes intérêts, c'est pas possible. À ton avis, pourquoi le débat sur comment ça s'appelle ce que recherchent actuellement les syndicats sur la convention collective, pourquoi ça n'aboutit pas? Parce que la seule association qui s'est véritablement dégagée des autres, c'est l'Urtelgui.
Parce qu'elle, par essence, est une association patronale, en réalité. L'Urtelgui. Mais toutes les autres, à l'intérieur, vous avez des patrons, vous y avez des employés. Mais même à l'Urtelgui, vous avez parfois patron, vous avez aujourd'hui de plus en plus un mélange du genre. Le journaliste est à la fois employé et employeur, lui-même. Donc il y a une véritable confusion des genres. Quand vous prenez l'Urtelgui, le président de l'Urtelgui, excusez-moi, ce n'est pas sa tête mon problème, c'est une question de principe. Lui-même, il gère quel média? Il est patron, il est le président, Aboubacar est président de l'Urtelgui, qui est l'association patronale, mais lui-même, sauf erreur de ma part, ne dirige ni une radio, ni une télé, ni un journal en ce moment. Gangan, c'est Gangan TV. Gangan TV? À l'époque, Ouais. il était à Gangan. Je parle de maintenant. si ça marche À l'époque, je toujours. n'ai pas souligné ça. Ça ne marche plus, Gangan? Aujourd'hui, où est le média? Bah, je me demande. Je Mais pose voilà, la donc question. il y a Très un bien. problème à ce niveau. Lui-même, on apprend par exemple qu'il gère une autre entité commerciale. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un problème. Et dans notre corporation aujourd'hui, le journaliste, vous savez qu'essentiellement, nous devons vivre essentiellement du fruit Nos revenus issu principaux. Justement. du Toi, journalisme justement. essentiellement. Mais tu as la plupart des journalistes aujourd'hui pour vivre sont obligés d'avoir d'autres activités qui deviennent véritablement leurs activités principales. Tu as aujourd'hui une notion qu'on a édulcorée qu'on appelle journalistes indépendants. Ils sont dans tous les médias, mais ils n'appartiennent à aucun média. Ils viennent que pour les débats, notamment les dimanches ou les samedis. Mais généralement, c'est quoi l'activité? Ils sont avec tous les DG, toutes les boîtes, et en réalité, c'est des communicants en réalité. Donc, or, vous savez que la pratique du métier de communicant et celui de journaliste, ce n'est pas compatible. Très bien. Donc, il y a énormément comme ça de problèmes aujourd'hui dans notre corporation. Nous-mêmes, nous devons procéder à un toilettage et à redéfinir notre cadre de travail. Beaucoup de choses à dire justement sur la condition du journaliste en Guinée et l'exercice de son métier. Mais d'ici là, nous allons en Nzérékoré. Fasseli Konaté, directeur régional de Espace du groupe Adafo Média, journaliste par ailleurs. Bonjour Fasseli. Bonjour Tamba, bonjour à toute l'équipe et très bonne journée d'auto-examen avant. Merci beaucoup. On va le faire d'une pierre comme pour le cas de... On va le faire d'une pierre comme pour le cas de l'abbé. Comment se porte la liberté de la presse dans la région de Nzérékoré que vous gérez pour le compte de Adafo Média? Quels sont vos constats, mais surtout quels sont vos messages à l'occasion de cette journée? Et surtout, Fasseli, on se rappelle de ton homonyme Feu Fasseli Camara qui avait perdu la vie, je me rappelle, pendant la période d'Ebola. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que quelquefois, hommage lui est rendu par les collègues de ce côté? Bien, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une très bonne journée d'auto-examen parce que comme je le disais, pour moi ce 3 mai est l'occasion pour chaque femme et homme de médias de faire une introspection ou auto-évaluation de sa propre liberté dans l'exercice du métier. Pour revenir donc à la première question posée par Tamba, je voudrais dire que Nzérékoré, à l'image donc de Conakry, connaît une floraison de médias audiovisuels avec 10 radios, une floraison, il faut le rappeler, qui n'est pas forcément un indicateur de viabilité avec la crise économique, les taxes qui grimpent et la facture d'électricité qui a triplé. Et dans un contexte où le modèle économique classique est devenu obsolète et où la plupart des médias n'arrivent pas à s'adapter à la nouvelle donne, vous comprendrez que la situation est difficile. L'autre chose, ce sont quand même les conditions de vie et de travail dans les médias. Aujourd'hui, malgré le fait que le SMIC a été augmenté, les journalistes sont payés aujourd'hui en Nzérékoré à 200 000, à 300 000 francs guinéens. Donc, une situation qui a réduit beaucoup de journalistes à la mendicité. Ils sont obligés de défiler devant les bureaux des autorités à la recherche du bien-être. Et ce mauvais traitement, il faut le rappeler, a même des répercussions à l'antenne parce que l'information a cédé la place à la communication et au divertissement et les préoccupations des populations reléguées au second plan. L'autre problème, et sur lequel vous êtes accentué tout au long de cette émission, c'est la formation. Il faut se dire la vérité, beaucoup ne viennent pas aujourd'hui dans le journalisme par passion, mais parce qu'on n'a pas trouvé mieux. Et aujourd'hui, dans les médias,
la formation n'est pas du tout une priorité. Vous parliez tout à l'heure de l'éthique et de la déontologie. Ça, c'est pour celui qui comprend. C'est pourquoi j'ai aimé camarade dit que vous n'êtes responsable que de ce que vous comprenez. Ça, c'est une réalité. Moi, je connais aujourd'hui ici des commerçants, des DJ qui sont journalistes et curieusement qui ont bénéficié de la carte professionnelle de l'ARAC, ce qui relance même le débat sur les conditions d'acquisition de cette carte professionnelle. Il y a aussi l'autre problème, c'est que c'est surtout au niveau des médias privés qui sont parfois défavorisés au profit des médias du service public, parce que lorsqu'il y a des événements, ils sont beaucoup plus priorisés. La dernière fois, par exemple, lors de la visite du président de la transition, c'était la même chose. On a carrément mis la presse privée de côté. On a dit donc, laissez-nous travailler. Après, on va vous envoyer des éléments. C'est très bien. Donc qu'il y a du chemin tant dans la pratique du métier que dans l'amélioration des conditions de vie et du travail. Très bien. L'amélioration du climat d'exercice. Très bien, très bien. Sur la question de Moussaïro. Pour terminer, je vous ai entendu parler et vous interroger sur les départs au niveau de la presse. Il faut le dire clairement, c'est à cause de la précarité du métier. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de se reconvertir, c'est une réalité. Toi-même, Fasseli Konaté, tu es en train d'acquérir plusieurs cordes à ton arc. Mais on t'a à l'œil, Fasseli Konaté. Neveu, est-ce que tu n'es pas dans l'agriculture, dans l'agrobusiness par hasard? C'est la question de Moussaïro sur le cas de Fasseli. Sur la question de Moussaïro, c'est encore dommage. Fasseli, il a perdu sa vie dans l'exercice même du métier. On se souvient que c'était dans le cadre de la lutte contre Ebola 2014. Mais après, depuis là, rien, que ce soit du côté des autorités, mais également au niveau de la corporation, absolument rien, sinon que quelques amis proches qui, à l'occasion de la célébration de cette journée ou à l'occasion de la commémoration de leur assassinat, se rendent en famille pour aller rencontrer la famille. À part cela, il n'y a pas d'autres activités. Très bien. Fasseli Konaté, journaliste, directeur général de Radio Espace et la télévision Espace en Zérékoré. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Diba, on va enchaîner avec vous. On l'a entendu, finalement, j'ai envie de dire. 200 000 de salaire par mois. Ça, on n'appelle pas ça salaire. Je sais même pas, il n'y a pas de mot, non, pour ça. Oui, on en parle. Des grandes gueules. Il y a quelques minutes, un peu par rapport à ce traitement. Je pense que c'est ce qui revient, parce que le plus important, c'est, quel que soit ce qu'on va dire ici tout au long de cette émission, pour moi, le débat fondamental aujourd'hui, c'est sur le traitement. On va parler de liberté de la presse, on va parler d'association, on va parler de la HAC et sa composition, on va parler de comment le président de la HAC est nommé par décret du président. On va parler du toilettage de tous ces textes. Mais, in fine, qu'est-ce qui reste? C'est les conditions précaires dans lesquelles les journalistes guinéens travaillent. Et ça, de mémoire d'homme, ça a toujours été ainsi et ça ne change pas, malheureusement. Le débat sur la convention collective se pose aujourd'hui et malheureusement, rien n'est fait pour aller vers, disons, la promulgation ou l'adoption même de cette convention collective qui, pour moi, allait être une victoire pour nous. Moi, je pensais qu'on allait commémorer un peu cette journée avec un bilan, et ce bilan qu'on pouvait mettre en avant, c'était cette convention collective. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. 200 000 Zérékoré, vous avez d'autres zones même où les journalistes ils n'ont même pas 200 000. Hein. Vous venez, vous travaillez parce que vous êtes passionné, et ou vous travaillez parce que tout simplement, celui qui a mis en place le média, il le fait. Et pour vous, c'est comme si c'était une obligation. Il vous dit, je vous donne une chance et donc il faut travailler sans rien attendre en retour. Pourtant, tout travail, normalement, doit être mérité un salaire. Parce que vous vendez, c'est le marché, c'est comme le marché en fait. Vous vendez votre travail et en retour, on paye le travail que vous avez vendu. Mais malheureusement, ce n'est pas fait. Et l'autre aspect, c'est par rapport un peu à la formation. Madame Hiro disait tout à l'heure que aujourd'hui, si vous êtes bien formé, vous ne chômez pas. Mais sauf que parfois, ça peut être l'inverse. Si vous êtes bien formé, on sait que vous avez toutes les compétences. On évite de recruter ceux qui sont compétents. Vous ne trouvez pas de preneurs. De preneurs parce qu'ils savent que... Pour vos compétences. À cause de vos compétences, il y a un traitement salarial
spécifique à Et cause puis- de votre compétence. Et puis votre management devient complexe. Donc on ne vous recrute pas. Pourquoi les stations aujourd'hui sont remplies de jeunes qui n'ont pas eu la chance de faire le journalisme ou qui ont un problème de niveau? C'est parce que tout simplement ils se disent avec ces gens-là, vous les donnez 100 000. La main d'œuvre moins chère. Moins cher, vous les donnez 100 000. C'est comme ces multinationales dans les pays occidentaux. Il y a les journalistes bon marché. Bon marché, qui se tournent vers l'Afrique, c'est parce qu'il y a une main d'œuvre bon marché qui est là, qui ne demande pas assez de diplômes, assez d'exigences. Mais si vous êtes mieux formé, et c'est comme un repoussoir, donc on ne vous appelle pas parce qu'on sait pertinemment qu'un journaliste avec un tel niveau mérite un traitement salarial assez conséquent. Donc malheureusement, vu qu'il n'y a pas de formation, le niveau il est bas. Donc on préfère aller faire recours à ces gens-là parce que tout simplement ils se disent ils n'ont pas assez d'exigences. Quand on les donne 100 000 francs, ils peuvent se contenter de cela, ils sont juste là pour servir. Et c'est ce qu'il faut corriger. Parce que si vous prenez la loi sur la liberté d'expression, il y a un article qui définit qui est journaliste. On dit qu'un journaliste, soit celui qui sort d'une école de journalisme ou qui a 2 ans d'exercice dans la profession. Malheureusement, aujourd'hui, les médias pullulent partout. C'est comme une sorte d'essai de journalistes qui viennent de partout, qui n'ont pas eu la compétence. En France, par exemple, vous ne faites pas le journalisme pour venir à France 24. Vous êtes d'abord un économiste. C'est clair. Après votre formation d'économiste, on vous donne quelques formations en journalisme. Il faut avoir un métier. Un métier. Ouais. C'est pourquoi dans les aujourd'hui, un profil. C'est pourquoi on est un journaliste spécialisé dans les questions économiques, un journaliste spécialisé sur les questions anthropologiques. Mais nous, en Guinée, vous sortez d'une école de journalisme. C'est ce qui amène aujourd'hui, on est obligé d'avoir un savoir qu'on appelle mosaïque. Nous, quand on faisait le journalisme, on vous donnait des cours d'économie générale, on vous donnait des cours de sociologie générale, des cours de droit général. C'est vous permettre un peu d'avoir un savoir mosaïque, pour comprendre un peu comment tout cela, c'est quoi une économie de marché, c'est quoi en fait l'inflation, c'est quoi la croissance et tout ça. Donc ça vous permet d'avoir... Ce débat s'était posé en 2008. Depuis, au fait, quand on a décidé de créer l'ISIC, puisque ça a commencé par là, j'ai assisté à un débat houleux comme ça entre 2 doyens, je vais taire leur nom, mais ils ont tous dirigé le CNC, CNC de l'époque, le Conseil national de la communication. Il y a un qui disait il faut que le journalisme soit comme tout métier, vous faites le bac et puis vous optez pour le journalisme. Les grandes gueules. Et il y a l'autre qui disait non, il va falloir accepter qu'on recrute à partir des classes de sociologie, de philosophie, les gens qui ont des licences là-bas, qu'ils puissent s'inscrire dans les le master en journalisme. En même temps, Jacques, même temps, les gars, c'est intéressant à vous entendre sur ce débat. C'est un débat intéressant. Je vous pose l'observation. C'est aussi devenu un déversoir. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des classes de l'ISIC. Il n'y a pas de débouché pour eux. Quelle politique au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, en écho au questionnement que vous êtes en train de porter, est-ce que ce ne serait pas mieux de fermer par là-bas et de recruter à partir des spécialités sociaux, Sciences Po, justement, droit, c'est de ça on parlait. Par exemple, Kofi Annan, pour pallier le problème, nous, on nous donnait en fait des cours, on avait beaucoup de professeurs. Non, ça existe. Même à Kountia, on donne tous les cours, mais justement, vous n'aurez jamais les cours de sociologie comme quelqu'un qui a fait sociologie. Justement, donc aujourd'hui, par exemple, en France, on ne l'accepte pas. Vous faites d'abord économie et ensuite vous avez un master en journalisme. Ça vous permet de vous spécialiser. Sinon, on nous prépare des chômeurs. Des chômeurs. Et des gens qui vont se vendre moins cher. Je crois que ça a une double explication. La question du chômage. Je connais des jeunes qui sortent aujourd'hui de Kountia. Ils n'ont rien à envier à ceux qui exercent déjà dans le métier. Ils sortent vraiment des véritables journalistes. C'est vrai, on en a vu. Et vous avez certains dans ma rédaction ici, vous savez de quoi ils sont capables. C'est une question d'opportunité. Mais le problème, quand ils sortent, il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre, c'est ça le problème. C'est une question d'opportunité. Et je finis par ça, Tamba, rapidement. Puisqu'on parlait de la HAC, je pense qu'il faut relancer le débat sur la composition et sur la loi LR03. Je pense qu'il faut aller, parce que la mission de la HAC, elle est fondamentale dans un état de droit. Parce que si vous prenez par exemple l'article 8 sur la loi LR03, on dit que le président de la HAC est nommé par le président de la République. La nomination des autres membres est entérinée par un décret du président de la République. Donc ça veut dire que vous êtes soumis à un sentiment de redevabilité vis-à-vis de l'exécutif qui fait que les membres de la HAC auront du mal
clairement à sortir un peu de la férule de l'exécutif, parce que tout simplement ils sont nommés par décret, et tenez-vous bien, seulement le président a 3 représentants au niveau de l'AC, le président de l'Assemblée nationale a un représentant, et les associations de presse sont minoritaires. Très bien. Donc ces mots de Djiba Milimouno vont donc marquer la fin de ce numéro finalement spécial consacré à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Plusieurs aspects, plusieurs facettes du sujet ont été évoquées au mieux de nos possibilités dans le cadre de cette émission-là. Merci aux chroniqueurs Mohamed Mara, Daouda Mohamed Kamara, Jacques Léo Leno, Moussa Yeroba, Djiba Milimouno. Merci côté régie et à tous nos techniciens. À vous aussi, nous vous disons merci beaucoup de nous préférer, de nous soutenir, d'exiger plus de nous et parfois même de nous insulter. Merci beaucoup pour tout ça. On se dit demain, donc on se retrouve à ceux de Russie, Alphonse Teliano et tous les autres qui devaient réagir ce matin. Toutes nos excuses. Demain, si tout va bien, nous vous prendrons et les informations pourront ainsi continuer. D'ici là, bonne fête à tous les journalistes, aux professionnels de la presse, de la Guinée, d'ailleurs. Nous vous disons à demain, même heure, continuez de nous préférer. Nos programmes, vous le savez, en Guinée, il n'y a pas mieux.